Bonjour, bonsoir et bienvenue à Droit des réponses. Droit des réponses est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse est beaucoup intéressée à ce que les confrères ont baptisé l'appel de l'Ouest. Allusion faite à cette déclaration produite à la fin du meeting de Bafoussam, mercredi dernier, meeting au cours duquel, rapporte Info Matin, près de 10 000 militants et sympathisants du parti de Flambeau ont, comme un seul homme, appelé le chantre du renouveau à briguer un nouveau mandat. Réalité Plus, un autre journal précise que des forces vives du RDPC venus de tous les départements de l'Ouest réunis autour du vice-premier ministre Jean Kouété, secrétaire général du comité central du RDPC, ont adopté une déclaration exhortant le président de la République à être candidat du RDPC à l'élection présidentielle de 2025. Ces forces vives parlent-elles au nom de toutes les populations de l'Ouest ou seulement au nom des militants du RDPC de la région? Est-ce un véritable appel venant du peuple profond ou une tentative d'escroquerie politique? N'est-ce pas une entourloupe pour masquer les difficultés que certains membres du gouvernement ont à accomplir les missions pour lesquelles le président de la République justement les a nommés et qui oblige parfois le Premier ministre, chef du gouvernement, comme ça a été le cas il y a quelques jours, à sortir de ses gonds? S'agissant par exemple des routes évoquées par le Premier ministre Jean-Michel Nitue, emboîte sur le pas au chef du gouvernement et charge Nganou Djoumessi, écrit la nouvelle expression. Le député, dit le journal, fait une revue détaillée des infrastructures routières en piteux état au Cameroun pour conclure que tous les dysfonctionnements observés sur les chantiers routiers au Cameroun sont imputables au département ministériel dont il a la charge, à savoir le ministère des Travaux publics. Pour le député, les routes sont en très mauvais état et des projets comme l'autoroute Douala-Yaoundé sont abandonnés, alors que le ministre des Travaux publics est beaucoup plus préoccupé par la construction des péages automatiques qui sont d'ailleurs les plus chers d'Afrique. Des analystes y voient des réseaux de corruption dans la passation des marchés publics et surtout les contrôles des chantiers routiers. Et parlant de corruption, justement, la Commission nationale anticorruption vient de produire son rapport sur l'état de la corruption au Cameroun en 2022. En livrant sa copie, Dieudonné Massingams a déploré le fait que certains ministères n'aient pas fait parvenir de contributions pour le rapport 2022. Il cite entre autres le ministère de l'administration territoriale ou encore le ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières qui, d'ailleurs, il faut le préciser, conteste la palme d'or qui lui a été attribuée. Joshua aussi, lui, ne conteste pas le premier rang qui lui a été donné ce premier rang, n'est-ce pas, donné par les 1565 délégués réunis à la convention du SDF qui s'est achevée dimanche dernier à Yaoundé, même si le journal Repère dit que c'est une victoire contestée. Joshua aussi a recueilli 985 votes contre 363 pour Just Chiwa, ou encore 217 voix pour Gordon Zama, ses principaux challengers, précise Panorama Papers. Le journal en ligne note que Joshua aussi a gagné en toute logique, lui qui gérait l'intérim du chairman depuis le décès de John Frundi le 12 juin 2023. Une victoire à la Pyrrhus, écrit Politics Hebdo, qui souligne par ailleurs l'impossible réconciliation dans le même sens que Mutation, qui, reprenant le nouveau chairman du SDF, note que la réconciliation ne le préoccupe pas. Mais alors, que peut changer Joshua aussi, se demande le journal L'Émergence. Une interrogation que nous reprenons à notre compte. Joshua aussi peut-il relancer la machine SDF ou bien c'est la fin d'un mythe? Le SDF, aujourd'hui, peut-il contribuer à porter le coup fatal dont rêve l'opposition pour achever le régime du renouveau qui, il faut le rappeler, célèbre ses 41 ans d'existence dans quelques heures? Nous sommes le 5 novembre 2023 et c'est demain, 6 novembre, que sera commémoré le début du magistère de Paul Biya à la tête du Cameroun après la démission de Amadou Ahidjo, c'était le 4 novembre 1982. Le renouveau a-t-il comblé les attentes des Camerounais? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de droit de réponse de ce dimanche 5 novembre 2023. Droit de réponse qui, il faut l'indiquer, Edmond Kamgia vient de remporter le premier prix
de l'émission politique télévisée au Cameroun. C'était aux African Inform Awards, organisé hier à l'hôtel Cristal, ici à Douala, devant plusieurs autres émissions politiques, n'est-ce pas, politiques télévisées produites par des chaînes concurrentes. Eh bien, Droit des réponses a été sacré meilleure émission politique. Tout à fait, Fangwa. Droit de réponse a été distingué par les Awards d'Afrique Informe dans la catégorie meilleure émission politique télévisée en 2022. Je précise que c'est la deuxième fois que Droit de réponse remporte ce prix dans les Awards d'Afrique Informe. La dernière fois, c'était l'édition meilleure émission politique télévisée en 2020. À la toute première édition, c'est Equinox Soir qui l'avait remporté en 2018. Vous voyez bien que dans cette catégorie, c'est le groupe Radio Equinox, la télévision, qui a remporté toutes les trois éditions. On est à la troisième édition. Droit de réponse l'a remporté 2 fois, Equinox Soir 1 fois. Il y a également, juste devant moi là, je précise que chaque distinction a un diplôme et un trophée. J'ai également devant moi un autre diplôme. C'est le diplôme du meilleur journaliste politique de l'année 2022. Duval Fangwa, le présentateur de cette émission. Félicitations Duval. Merci. Oui. Et je voudrais préciser que dans cette catégorie également, le groupe La Nouvelle Expression a toujours remporté des prix. Lors des deux précédentes éditions, c'est Cédric Moufeli qui les avait remportés. Duval Fangwa remporte à la 3e édition. Et je voudrais, avec votre permission, profiter de cette tribune pour saluer toute l'équipe qui travaille dans l'ombre. Il y a ces cadreurs qui sont derrière les caméras. Voilà, Théo Tchunke, Emos Fongo. Et à la régie là-bas, toute une grosse équipe autour du patron de cette émission, Eric Watat. C'est, n'est-ce pas, toute cette équipe-là qu'il faut saluer à travers cette émission Droit des réponses. Tout à fait, Duval Fangwa. Sans oublier la maquilleuse qui veille à ce que tout se passe bien et qu'on soit beau sur le plateau. Il y a également un autre diplôme que je vais vous présenter rapidement. C'est la catégorie meilleur analyste politique pour l'année 2022. Cette année, c'est le docteur Aristide Mono qui l'a remporté. Et je voudrais préciser également que dans cette catégorie, c'est toujours des membres, des journalistes de ce groupe qui l'ont remporté lors des 2 dernières éditions. C'est-à-dire meilleur analyste politique 2018 et meilleur analyste politique 2020, c'est moi-même personnellement qui les avais remportés. Cette année, c'est Aristide Mono. Et je voudrais préciser que après avoir remporté les 2 premières éditions, j'ai demandé à me retirer. Le jury a bien voulu accepter ce vœu pour donner plus de chance aux autres nominés de se relancer dans la course. Et fort heureusement, et sans surprise, c'est le docteur Aristide Mono qui l'a remporté après moi. Voilà. Merci Edmond, merci pour la présentation de ces prix et c'est une occasion pour nous, n'est-ce pas, de dire toutes nos félicitations à l'équipe d'organisation d'African Inform Awards, acte 3, pour une belle cérémonie riche en couleurs, rehaussée par des invités de marque et bien sûr dire également, faire un clin d'œil également à toute la direction du groupe La Nouvelle Expression et précisément la direction d'Equinox Télévision qui met les petits plats dans les grands pour que cette émission soit réalisée tous les dimanches de la meilleure manière qu'il soit. Et bien sûr, dire également félicitations ou merci à tous les téléspectateurs, aux internautes qui ont voté, non seulement pour cette émission, mais également pour tous les autres prix que nous avons obtenus. Et dire également des remerciements à tous ces invités qui sont sur nos plateaux tous les dimanches et qui sont encore là, des invités triés sur le volet, il faut le préciser, et qui, par la qualité de leur analyse, de leurs argumentaires, n'est-ce pas, contribuent à la discussion et portent très haut, n'est-ce pas, la qualité de cette émission qui, il faut le dire, est regardée partout au Cameroun et à travers le monde. Donc, une fois encore, merci à tous. Messieurs, j'introduis donc ces panélistes. Yves Abama, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval, bonjour aux co-panélistes et précisément à M. Pierre-Emmanuel Bignam. Je lui dis un bonjour particulier parce que sur un plateau, je l'ai entendu dire qu'il s'est fait opérer. Et je suis heureux de vous voir là. Et je suis d'autant plus heureux qu'il y a un grand monsieur de notre scène politique qui vient de nous quitter
parce que lui aussi il était à l'extérieur pour des problèmes de santé. C'est un maire SDF de voilà, 3e. Justin Youmsi. Donc c'est hier qu'on a appris son décès. Je profite pour dire mes condoléances à sa famille. Je profite également pour vous féliciter de votre prix, parce qu'il ne faut pas dire que RDPC n'est pas fair play, le RDPC est fair play. À la cérémonie, vous avez été, il y a des camarades qui ont gagné quelques prix. Donc, je ne peux pas les féliciter, ne pas vous féliciter aussi, ou alors le groupe Equinox dans son ensemble. Je veux enfin dire que je suis heureux d'être sur ce plateau, où j'ai mes habitudes et je me sens chez moi mieux. Le RDPC à Equinox se sent chez lui. Et c'est avec une grande joie que nous venons ici pour lancer la célébration de notre 41e anniversaire. Vous voyez que le grand parti est depuis. Le grand parti a fait un certain nombre de choses. Le grand parti a des adversaires qui contestent notre bilan. Bon. Et quand Equinox nous convie à un débat où nous devons confronter ce bilan avec ses adversaires, nous le faisons avec une très grande joie. Donc, une fois de plus, merci. Merci Yves Abama, vous êtes communicant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le grand parti pour le point de guerre. Et face à vous, un petit parti politique, le MRC, représenté sur ce plateau par Pierre-Emmanuel Bignam. Pierre, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval, bonjour à tous mes companélistes et merci à mon frère Abama qui a tenu à me souhaiter un bon retour au pays. Juste une précision, je ne suis pas allé à l'étranger pour me faire soigner ou quoi que ce soit. Ça a été juste un accident qui s'est produit, l'infection dont j'ai souffert, je l'ai eu là-bas. Et donc, il fallait urgemment me faire une opération chirurgicale pour extraire ça. C'était un séjour privé avec mon épouse. Donc, je tiens à féliciter, je n'ai pas l'habitude de le faire, tout d'abord le président Maurice Kamto, lauréat et vainqueur du prix meilleur homme politique de l'année, parce que les awards que Afrique Informe Média a organisés sont essentiellement politiques, c'est-à-dire que c'est une cérémonie qui prime et qui consacre les hommes politiques et l'activité politique et tous les acteurs politiques en une année. Et quand on parle par exemple du Ballon d'Or de France Football, on sait que généralement il y a beaucoup de prix, mais la star c'est souvent celui qui est désigné Ballon d'Or. Il y a les prix par exemple de meilleur gardien, meilleur défenseur, l'équipe UEFA, meilleur attaquant et tout ça, mais à la fin, la superstar de la soirée, c'est souvent celui qui remporte le ballon. Donc c'est pour cela que je tiens à féliciter le président Maurice Kamto, qui une fois de plus a reçu l'assentiment et la confirmation des Camerounais de ce qu'il est l'homme politique qu'il faut pour notre pays, pour nous amener à l'émergence. Raison pour laquelle il a été à nouveau voté. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas un prix qu'on lui a octroyé avec un jury, parce qu'hier il y avait des prix spéciaux. En l'occurrence, le président Paul Biya a eu un prix spécial. Il y a eu beaucoup de catégories et de prix spéciaux. Mais pour ce qui concerne le président Maurice Kamto, il a été élu par des centaines de milliers de Camerounais qui ont contribué à cette cérémonie-là. Et puis, il y a eu également d'autres prix. C'est la raison pour laquelle je suis content que M. Yves Abama ait reconnu que ces awards respectent la volonté populaire. Raison pour laquelle ils ont eu des prix des meilleurs maires, des meilleurs députés, ainsi de suite. Il y a aussi le roi Kabalbi qui a été meilleur député du centre. Donc ça veut dire que c'est un caractère qui vient légitimer ces awards-là. Et donc nous ne pouvons que nous réjouir de ce que les Camerounais continuent à choisir Maurice Kamto comme l'homme politique qu'il leur faut
pour guider le Cameroun vers le lendemain meilleur. Alors, parmi les prix, il y avait également le prix du meilleur député du littoral qui a été remporté par l'honorable Jean-Michel Nithieu, qui est le président d'une nouvelle formation politique, le FCC, dont l'un des cadres est sur ce plateau, Jean-Robert Wafo. Bonjour, bienvenue. Bonjour Duval, bonjour à tous les copanélistes et un bonjour spécial à Pierre-Emmanuel Bignam. Merci. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Merci. Oui, mais effectivement, M. Duval, vous avez bien fait de préciser que dans les prix African Forum Awards, il y a bel et bien le député Jean-Michel Nithieu qui a été, n'est-ce pas, sacré meilleur député du littoral. Et je tiens à rappeler que c'est la 3e fois consécutive qu'il remporte des prix, qu'il remporte un prix à ces awards. Il y a cela 2 ans, l'honorable Jean-Michel Nithieu avait reçu le prix de meilleur député de la nation. L'année passée, il a reçu, n'est-ce pas, le prix de la Sentinelle de la République. Et cette année, il vient de remporter le prix de meilleur député du littoral. Alors, ça ne va pas surprendre, ça ne surprendra aucun Camerounais, sauf ceux qui sont myopes ou bien aveugles. Il est clair qu'au niveau de l'Assemblée nationale, en termes de production, en termes de contrôle de l'action gouvernementale, qui est la principale mission, je veux dire la mission constitutionnelle d'un député, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. En dehors, n'est-ce pas, de Cabral Libi, qui lui est du centre, et il a remporté ce prix, le meilleur député du centre, celui qui vient de loin en tête, il est de secret pour personne, c'est l'honorable Jean-Michel Nithieu, à qui on doit le Covid-Gate, Can-Gate, etc., etc., à travers les multiples questions orales qu'il adresse, n'est-ce pas, aux membres du gouvernement et qui leur donne du tournis. Alors, justement, il y a un certain nombre de questions orales écrites qu'il adresse et l'une des récentes sorties de Jean-Michel Nithieu, c'est justement à propos des infrastructures routières. On reviendra là-dessus dans le courant de cette émission pour faire peut-être une sorte de regard rétrospectif sur la réalisation des chantiers routiers dans notre pays sous l'ère du renouveau. Mais avant cela, je voudrais rester avec vous, Jean-Robert Wafo. 204 personnalités issues de la région de l'Ouest, des élites et des forces vives de l'Ouest, viennent d'appeler, n'est-ce pas, le président de la République, Paul Biya, à être candidat de l'Ouest à la prochaine élection présidentielle. Je prends quelques éléments. Nous, ressortissants et ressortissantes de la région de l'Ouest, ci-dessous cité, il y a toute une liste, je ne sais pas si votre nom apparaît là, et à l'initiative du président du Sénat et en prélude à la célébration du 6 novembre, adressant à son Excellence Paul Biya le message dont la teneur suit. Considérant, je vous fais grâce de tous les considérants. Et au 7e élément, exhortant son Excellence Paul Biya avec respect, engagement et patriotisme à accepter d'être notre candidat à la prochaine élection présidentielle. Et puis à la fin, on met faire Bafoussam, 1er novembre 2023. Alors, Jean-Robert Wafo, vous, les forces vives de l'Ouest, vous appelez le président Paul Biya à être candidat en 2025. Vous avez failli faire dans la provocation, mais je suppose que c'est l'ironie. Comment ça? En disant, Vous n'êtes pas élite de l'Ouest? Oui, mais vous n'avez pas mentionné mon nom dans ce qu'ils ont pondu comme... Bon, vraiment, je n'ai pas fait le tour pour savoir quels sont les noms. Le vampirisme ne m'attrape pas en plein jour. Moi, ce que je veux dire, c'est quoi? Ils parlent pour eux-mêmes. Ou alors ils se parlent à eux-mêmes. Il suffit de faire un tour, n'est-ce pas, à l'Ouest, à chaque événement. Mais ils sont rejetés, ils sont repoussés, en dehors de quelques-uns qui, dans leur circonscription, n'est-ce pas, essaient de se démarquer. Mais à 90%, ils sont rejetés. Ils sont rejetés, eux-mêmes ont rejeté quelqu'un. Ils ont rejeté un de leurs en pleine réunion. Quand ils ont parlé de route, Emmanuel Zété, qu'est-ce qu'il a dit? Ce sera difficile pour le RDPC de gagner à cause de l'état des routes. Le secrétaire général Jean Koueté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pratiquement la même chose. Donc si déjà, et puis vous allez voir que le nom de celui qu'ils ont indexé fait partie, n'est-ce pas, des signataires de ces deux pétitions. Donc je veux parler du ministre Nganou Djoumessi,
et de la ministre Kecha Koutez, parce que quand on parle des routes, il y a le ministère des Travaux publics, c'est M. Ganou Djoumessi qui est signataire. Quand on parle des routes, c'est également le ministère du Développement urbain et de l'Habitat, donc la ministre Kecha Koutez, elle est également signataire. Donc, vraiment, c'est assez demandé. Attendez, je vous reviens. Donc, c'est-à-dire que ça veut tout simplement dire qu'eux-mêmes, avant de mettre même leur nom, ils ont un peu douté. Et puis moi, ça me surprend. D'ailleurs, on reviendra, n'est-ce pas, sur le sujet des routes, des Permettez-moi que je infrastructures. revienne. Il va vraiment, je pose la question de façon triviale, hein, comme dans le quartier. Donc, comment ça se passe chez vous, RDPC? Vous vous retrouvez quelque part et vous faites une déclaration, vous dites les forces vives, et il y a des forces vives, justement, qui ne se retrouvent pas à travers cette déclaration-là. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la retranscription du texte ou bien de la production de la déclaration? Enfin, en même temps, vous êtes pro de français, donc vous nous direz comment vous comprenez cela. Nous, appel des populations et forces vives de la région de l'Ouest à la candidature de Paul Biya. Oui, je voulais savoir, les forces vives qui ne se reconnaissent pas, c'est qui? C'est M. Wafo. Il n'est pas le seul. Il y a qui d'autre? Parce que si quand Toutes vous les dites, forces vives sont là. pour vous répondre, j'ai besoin que vous me donniez un certain nombre d'éléments. Si M. Wafo dit qu'il ne se reconnaît pas, 204 personnalités. oui, je vais vous répondre tout à l'heure. Si elles sont 204, c'est ça. voilà, si vous vous servez de M. Wafo pour nous dire que les forces vives de l'Ouest ne se reconnaissent pas dans cette affaire, je suis désolé, une hirondelle ne fait pas le printemps. M. Wafo ne fait pas toutes les forces vives de l'Ouest. Je voudrais vous dire que dans votre propre compte rendu, dès le début, vous avez parlé d'un journal qui dit 10 000 âmes venues de tous les coins de l'Ouest se sont retrouvées à Bafoussam. C'était 10 000 moutons. Non, mais soyons sérieux. À un moment donné, il faut qu'on apprenne. Dans les 10 000 là, c'est les populations de l'Ouest. C'est un échantillon assez représentatif. Vous n'allez pas douter. On a tous fait la science, non? C'est un échantillon qui suffit pour qu'on dise une population. Alors, une portion de la population a parlé. J'ai été surpris quand vous m'avez envoyé ce thème. Et vous avez mis quelque part, les cadres du RDP se sont arrogés le droit. Bon, j'ai souri, je me suis dit que bon, ce sont les provocations journalistiques comme d'habitude, mais de manière sérieuse, on ne peut pas dire ça du RDPC. Je voudrais dire que le RDPC à l'Ouest, c'est des dizaines de députés. Je voudrais dire que le RDPC à l'Ouest, c'est des dizaines de conseillers municipaux. Le RDPC à l'Ouest, c'est des maires. Le RDPC à l'Ouest, ce sont des sénateurs. Le RDPC a des élus à l'Ouest. Dans une démocratie représentative, quand des représentants se lèvent et disent un mot et parlent, on ne peut pas dire qu'ils parlent pour eux-mêmes. On ne peut pas le dire. D'accord? Ils ont beau être 204 responsables. Mais si vous prenez tous les élus du RDPC à l'Ouest, toutes catégories confondues, vous pensez que ça fait seulement 204? Non. Le RDPC est assis à l'Ouest. Et c'est le RDPC de l'Ouest, représentant les populations de l'Ouest, qui a parlé. Si les élus ne peuvent pas représenter une population, qui va la représenter? Les messieurs Jean-Robert Wafo, les opposants? Je ne pense pas. D'accord? Je ne pense pas. S'il fallait que quelqu'un parle pour la population de l'Ouest, il fallait que ce soit les élus. Et les élus l'ont fait. Maintenant, dans le cadre du fonctionnement interne du RDPC, je puis vous assurer que on ne s'encombre pas de toutes les sirènes négatives qui viennent de nos amis de l'opposition. Hein. On fait ce qu'on a fait. Des militants se réunissent et des militants se disent « Ah, il y a des échéances cruciales qui viennent à l'horizon. » Et face à ces échéances-là, il faut doper notre chef. Il faut lui donner une position pour qu'il comprenne qu'en réalité, toute l'équipe est derrière lui. Il n'y a pas de doute. D'accord? Ce qui s'est passé à Bafoussam, c'est un acte de fidélité politique. Vous voyez, c'est une façon de dire au chef, allons-y, nous sommes derrière toi. Et ça il n'y a que le cas de Bafoussam. Pour le moment, je pense qu'il y a eu un autre cas quelque part, c'était dans la Léquier. Il y a un autre département qui a déjà lancé un appel. D'autres appels vont tomber. C'est d'autant plus que les appels à la candidature, ils vont tomber. Comme d'habitude, ça viendra de tous les coins du pays. Le SG est seulement à, je pense, c'est la 5e ou la 6e étape de sa tournée nationale. Les appels vont tomber. Donc que nos adversaires se tiennent bien, qu'ils ne se mettent pas à dégainer des petits tirs à 2 balles tout de suite là. Le plus lourd arrive, j'espère qu'ils pourront supporter. Alors, Pierre-Emmanuel Biyan, je reprends. Hein. Appel des populations et forces vives de la région de l'Ouest à la candidature de son Excellence Paul Biya, président de la République, président national du RDPC à la prochaine élection présidentielle. Et vous savez, Duval, je ne suis pas surpris. Personnellement, nous ne sommes pas surpris de voir cette musique jouée par le RDPC.
ça date de très longtemps, ça n'a pas commencé aujourd'hui. À chaque approche des échéances électorales présidentielles, les militants et sympathisants du RDPC, animés par leur cadre, pour la plupart les membres du comité central, ont l'habitude de poser ce genre d'acte. Et il y a une entourloupe derrière ce type d'acte. L'entourloupe se situe à quel niveau? C'est-à-dire que, vous allez m'excuser de l'expression, c'est le banditisme politique. Qu'est-ce que j'appelle banditisme politique? Ils savent pertinemment qu'ils ne sont plus dans les cœurs des Camerounais, et en l'occurrence des populations de l'Ouest. Le RDPC n'est plus dans le cœur des populations de l'Ouest. Mais ils veulent prendre le peuple dans un piège, comme pour le prendre à témoin, et démontrer à l'opinion publique nationale, et même internationale, que ce peuple est derrière leur champion Paul Biya. C'est faux. Parce que si M. Abama veut se baser sur le fait qu'ils ont organisé un meeting pour lancer une motion de soutien à Paul Biya, ce représentant en 2025 à l'Ouest. C'est pas un meeting. C'est comme un meeting, c'est un meeting, tout ce qu'on fait sur la place publique, dans le cadre d'une... C'est un meeting, c'est un meeting politique. C'est un meeting politique. Laissez-le finir de parler. Soyez disciplinés sur ce plateau. En fait, ce qui s'est passé, Soyez disciplinés sur ce plateau. il est en train de faire, c'est pas vous qui donnez la parole, monsieur. Donc, le secrétaire général du RDPC est dans une tournée nationale. L'Ouest, c'est un arrêt. Il était ici à Douala, à la maison de parti. Vous avez vu les images. Donc, les militants viennent volontairement. Ils n'ont pas été appelés à venir. On appelle ça donc quoi? Pardon? On appelle ça quoi? Bon, nous, on a appelé ça tournée de formation des militants. Oui, les 10 000 personnes qui sont venues là. Ces personnes sont venues se faire former. Quand le moment des meetings arrive, il y aura des meetings. Ne vous gênez pas. Non, c'est pas encore un meeting. Non, c'est pas encore. Les meetings arrivent. Ouais. On va pleurer plus. Ok. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis quand même dépassé. Ne le soyez pas. On appelle ça meeting. Incroyable. Ça s'est tenu sur la place publique. Bon, appelez ça comme vous voulez. Vous-même avez déclaré qu'il y a eu plus de 10 000 personnes. C'est pas moi Sûrement, qui vous avez demandé, vous avez fait une demande de manifestation, de réunion publique. Donc, c'est un meeting politique. Appelez comme vous voulez. Alors, nous connaissons généralement comment est-ce que le RDPC organise les meetings Mais politiques. l'attitude de Yves Abama peut peut-être mettre les journalistes sur une piste pour voir s'il y a eu déclaration de manifestation. Voilà, donc on sait comment ils organisent souvent leur meeting. Même ici à la place de fête, on a déclaré. On sait que pour la plupart du temps, ils ont des mécanismes, comment ils organisent leur meeting. Ce sont les réunions publiques pour lesquelles les sympathisants, les militants et tout sont souvent invités à des prix d'argent, des sacs de pain, des sardines distribuées, le maquereau distribué, la boisson distribuée, pour appeler les gens à s'attrouper quelque part. Mais sur le fond, si on se base sur 10 000 personnes pour dire que l'Ouest est derrière Paul Biya, je dis et je répète que c'est faux. Pourquoi je dis c'est faux? Parce qu'on sait qu'il y a quelques années, un parterre de ministres s'est réuni toujours à Bafoussam pour faire une déclaration forte auprès de l'opinion publique nationale et internationale en déclarant que le président Maurice Kamto est rejeté par l'Ouest, que l'Ouest a vomi Maurice Kamto. Et nous avons vu l'année dernière, lors du meeting que le MRC a tenu à Bafoussam pour l'installation du bureau régional élu, il parle de 10 000 personnes, nous avons réuni plus de 30 000 personnes. Malgré qu'on nous a refusé un endroit qui dans le centre-ville, on nous a décalé. C'était presque en brousse, mais nous avons pu mobiliser plus de 30 000 personnes à l'endroit qui nous a été donné par l'autorité administrative. Donc, si on fait une déduction, 10 000 mobilisés avec tout c'est-à-dire qu'avec toute la force du RDPC et plus de 30 000 personnes mobilisées pour le MRC, ça veut dire que en termes de rapport de force, le MRC, l'Ouest a choisi le MRC plutôt que le RDPC. Donc on ne peut pas se baser sur ce genre d'événement pour dire que l'Ouest est derrière Paul Biya. Ce sont des manipulations politiciennes que le RDPC est habitué à faire. Chaque fois que ce soit Maurice Kamto ou que n'importe quel responsable de l'Ouest tient
un meeting à l'ouest ou les réunions publiques et tout, il y a toujours une forte mobilisation. Partant du Mongo jusqu'au Grand Ouest, je ne parle pas de Fumban, parce que nous reconnaissons qu'on n'est pas très fort à Fumban, mais nous avons une implantation solide à Fumban. Mais quand on prend l'ouest en tant que région administrative, le MLC est fortement implanté à l'ouest. C'est pour cela que je profite de l'occasion pour mobiliser nos populations par rapport à la convention nationale que nous sommes en train de préparer, qui se tiendra du 9 au 10 décembre cette année au palais de congrès de Yaoundé. Nous attendons des centaines de milliers de militants qui vont se mobiliser à Yaoundé pour cet événement-là. Très bien. Alors, Edmond Kamgia, est-ce que le président de la République, même si beaucoup donnent le sentiment qu'il est très intéressé ou très évolué par ce type d'appel, est-ce que vous ne pensez pas qu'il devrait faire très attention en écoutant ce type de déclaration? Souvenez-vous qu'au Gabon, à la veille de l'élection présidentielle, il y a un certain nombre de personnalités qui, avec, on va dire ça comment, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'obséquiosité d'ailleurs, saluaient, n'est-ce pas, la grandeur d'Ali Bongo, mais on voit bien que ceux-là aujourd'hui sont plutôt dans le gouvernement de transition et ils sont pires que les opposants d'hier. Vous ne pouvez pas si bien dire. Vous savez, le président Paul Biya, qui amorce, n'est-ce pas, le lundi 6 novembre 2023, n'est-ce pas, je ne sais pas si je dois dire la commémoration ou la poursuite, la continuité de son accession à la magistrature suprême, les 41 ans de pouvoir au Cameroun, je pense qu'il a atteint l'âge de la sagesse et qu'il devrait avoir suffisamment d'expérience pour savoir qu'autour de lui, il n'y a pas que des personnes gentilles. Il doit savoir qu'autour de lui, il y a beaucoup de laudateurs. Il doit savoir que cet appel des cadres, de certaines personnes ressources, des cadres pour l'essentiel de son parti politique, qui disent dans l'intitulé, appel des forces vives et des populations des régions, de la région de l'Ouest, à la candidature de Paul Biya pour l'élection présidentielle de 2025, il devrait pouvoir comprendre aujourd'hui que c'est une escroquerie politique organisée. Une escroquerie politique organisée pour le mettre à mal, pour l'induire en erreur. Pour l'induire en erreur parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le chef de l'État, compte tenu de ce qui se passe autour de lui, au Gabon, vous l'avez si bien dit, avec ce qui est arrivé au président Ali Bongo, dont la majorité des personnalités, des cadres de la formation politique, le Parti démocratique gabonais, l'avaient encouragé, avait fait des appels pour qu'il soit candidat, qu'il se représente à l'élection présidentielle. Et on a vu les raisons qui ont amené ceux qui ont pris le pouvoir par la force, ont rappelé qu'il y a eu des élections dont les résultats n'étaient pas les bons. Ils ont utilisé d'autres termes pour dire qu'en fait, les résultats qui ont été annoncés n'étaient pas des bons résultats, qui ont pratiquement court-circuité le processus parce que, sachant que les résultats qui auraient dû donner vainqueur, un des candidats de l'opposition a été attribué au président Ali Bongo. Il ne faudrait pas que Paul Biya tombe dans cette escroquerie politique, j'insiste là-dessus, parce qu'il devrait, à partir de ce qui s'est passé au Gabon, mais également à partir de son expérience personnelle au Cameroun, en politique. Il fait partie d'ailleurs de ce qu'on appelle les derniers dinosaures politiques, encore en fonction dans le monde. Parce que les dinosaures politiques, c'est encore en Afrique centrale qu'on les trouve. Ils sont deux. Il a un aîné au pouvoir depuis 44 ans en Guinée équatoriale, le président Obiangema Bazogo. Certainement, il n'a aucune leçon à apprendre de son aîné politique, de son aîné au pouvoir. Parce qu'en réalité, en termes d'âge, il est plus âgé. Mais revenons sur ce qui se... Vous mettez en garde le président de la République contre ce qui peut être considéré comme l'hypocrisie des cadres autour de lui. Tout à fait, c'est l'hypocrisie des cadres qui sont en train de l'induire en erreur. Il devrait plutôt faire écouter attentivement des cadres de son parti qui, soit au bureau politique, soit au comité central, l'approchent et lui disent « Monsieur le Président, vous avez fait ce que vous avez pu.
il est temps, comme vous l'avez si bien dit, en répondant à une question de journaliste lors de la visite d'État du président, visite officielle du président français Emmanuel Macron au Cameroun, il avait répondu que, en ce qui concerne la possibilité pour lui de se représenter au pays, il avait dit, vous faites la soustraction, il reste 3 ou 4 ans, et vous saurez si je vais me représenter ou si j'irai au village me reposer en Vomeka. Oui, monsieur le président, vous l'avez vous-même dit, c'est l'heure de penser à vous reposer au village en Vomeka. Ceux qui font cet appel ne vous aiment pas du tout. Ils veulent vous induire en erreur. Pour une candidature d'autres, certainement, qui risque d'avoir des effets contre-productifs pour votre entrée dans l'histoire de la République du Cameroun, qui risque d'avoir des effets dangereux pour la paix et la stabilité, la cohésion sociale et politique au Cameroun. Monsieur le Président, ne les écoutez pas. C'est de l'escroquerie politique. Et je voudrais dire aussi que ce n'est... En fait, ceux qui le font sont coutumiers du fait. Un panéliste l'a dit tout à l'heure que ce n'est pas la première fois, ça fait longtemps qu'ils le font. Oui, ils le font. Ils sont coutumiers du fait. Parce que régulièrement, à l'avant-veille ou à la veille des élections présidentielles notamment, ce sont des cadres du parti au pouvoir, de localité en localité, de région en région, qui sortent ce type de documents. En général, c'est du copier-coller. Si vous parcourez bien les listes, parfois vous vous rendez compte qu'un nom paraît 2 fois. Parfois, des personnalités ont été citées dans le document sans leur avis, sans leur consentement. Ils sont pour certains hauts fonctionnaires, hauts commis de l'État, professeurs d'université, et qui l'ont parfois dénoncé. Oui, ça c'est vrai. Il y en a qui l'ont dénoncé. Dans le passé. Je vais prendre un exemple. Oui. En 2011, il y a eu un appel qui est venu de l'université de Douala. Oui. Et il y a un enseignant de l'université, à l'époque, chef de département d'histoire, il est encore là, il nous écoute, qui n'avait pas signé ce document. En fait, c'était, selon ce qu'il a expliqué plus tard, une liste de présence d'une assemblée générale des enseignants qui avait été annexée à un appel à candidature du président. Et il avait fait une sortie justement pour dire qu'il n'a jamais appelé, n'est-ce pas, à cette candidature du président en 2011. C'est d'escroquerie politique. Mieux, c'est de l'imposture. C'est encore plus large, comme l'a dit. Je crois que l'expression la plus appropriée, c'est celle utilisée par Emmanuel Bignam. C'est du banditisme politique. Il n'est pas bon que des personnalités qui sont, il faut le dire, pour beaucoup des membres du gouvernement, pour certains des parlementaires, à des niveaux les plus élevés des institutions, rentrent dans ce genre de danse macabre à laquelle ils poussent des Camerounais, les induisent en horreur, qu'ils soient du RDPC ou pas. Mais la première chose à savoir, c'est que cet appel ne concerne pas toutes les forces vives et toutes les populations de l'Ouest, parce qu'à l'Ouest, les forces vives et les populations de l'Ouest ne sont pas tous membres du parti au pouvoir. Certains ne sont même pas dans des partis politiques. Certains sont dans des partis politiques de l'opposition. Il y en a qui sont dans la société civile. On ne peut pas faire ce type d'amalgame et faire en sorte que d'année en année et de mandature en mandature, le chef de l'État rentre dans une danse dans laquelle il ne sait même plus vers où ça le conduit. Et le pire, c'est que l'expérience montre autour de nous, comme partout à travers le monde, que plus la longévité au pouvoir continue, plus il y a le détournement, il y a plus la corruption. Et c'est la raison pour laquelle cette danse de trop, si le chef de l'État l'accepte, c'est probablement à ses risques et périls. Parce que voici, comme je l'ai dit, le moment pour lui de se rendre compte qu'il faut que je laisse quelque chose à la nation, à la postérité, pour qu'on retienne de moi l'image de celui, il avait toujours dit, qui a apporté la prospérité et la démocratie. Malheureusement, nous n'avons pas la prospérité. Nous sommes passés d'un pays à revenu intermédiaire à un pays pauvre, très endetté. J'ai très peur que le chef de l'État ne nous conduise pas à l'émergence annoncée. Maintenant, la démocratie. Peut-être qu'il ne va pas nous conduire à la démocratie. L'intention démocratique a été amorcée à travers une série de lois depuis les années 90 qui ont permis au vent, avec le vent de l'Est, de débloquer certaines situations, de libéraliser l'audiovisuel, de libéraliser l'audiovisuel, de permettre qu'il y ait
le multipartisme politique, qui est plusieurs élections, pluralistes, aux municipales, aux présidentielles, aux législatives, qu'on puisse avancer, mais c'est largement insuffisant parce que le minimum qui reste à faire par Paul Biya pour nous conduire vers ce qu'il a appelé la démocratie, c'est la réforme consensuelle du système électoral. Alors, dans cette déclaration, je peux lire Yves Awama, à l'initiative du président du Sénat et en prélude à la célébration du 6 novembre, adressant à son Excellence Paul Biya le message dont la teneur suit. J'ai lu le message tout à l'heure, à savoir qu'il accepte d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. On ne va pas revenir sur tous les aspects du bilan du renouveau. Dans le cadre de cette émission, ce serait prétentieux, puisque vous avez évoqué, n'est-ce pas, les vœux émis par le président de la République au début de son magistère. Je voudrais qu'on prenne deux exemples. La question, par exemple, des infrastructures routières et peut-être la question de la gouvernance. Yves Awama, quand je parlais tout à l'heure du Gabon, bon, je voulais davantage faire allusion au caractère hypocrite de certains cadres du PDG et de proches d'Ali Bongo qui, la veille de l'élection présidentielle, le présentaient comme un dieu, comme celui sans qui le Gabon ne pouvait pas survivre, mais qui, le lendemain du coup d'État, ont tous retourné la veste et sont pour la plupart en train de travailler avec le général Brice Oligui, Oligui Nguema. C'est davantage le caractère versatile, pour ne pas dire hypocrite, de ces personnalités-là que je voulais souligner. Mais puisqu'on veut rester sur le magistère du président Biya, il y a un aspect sur lequel Jean-Robert Wafo est revenu tout à l'heure et qui a été l'objet d'une sortie de Jean-Michel Nitieux. Lorsqu'on regarde sur les 4 décennies du président de la République, la question par exemple des réalisations routières, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, au regard de la situation, on peut s'en féliciter? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur un certain nombre de choses. Premièrement, le Cameroun n'a jamais été un pays pauvre et très endetté. Ceux qui nous écoutent à la maison, parce on fait aussi les débats pour éduquer les gens. Ceux qui nous écoutent à la maison doivent chercher à se renseigner. Ils verront qu'au moment où on parle, le Cameroun est un pays à revenu intermédiaire de tranche inférieure. Pas de pays pauvre et très endetté. Ça, c'est une vérité. Ceux qui nous écoutent à la maison peuvent vérifier. Maintenant, un autre élément. Je ne viens pas... S'il vous plaît. Je ne parle pas. S'il vous plaît. Je veux dire que les auditeurs vous envoient... Avant que les auditeurs envoient des messages. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'initiative c'était un passage. Elle n'était pas éternelle. Oui. Je signifiais quoi? Alors, je voudrais juste rappeler, puisque vous avez parlé des téléspectateurs, que après la crise du milieu des années 80, oui. La crise économique, oui. Le Cameroun a dû aller aux institutions financières internationales oui. Pour obtenir des moyens qui lui permettraient de pouvoir retrouver son équilibre sur le plan économique. Oui. Et dans le programme d'ajustement structurel qui a été mis en place, il était question donc que le Cameroun puisse souscrire à un certain nombre de conditionnalités, lesquelles conditionnalités devaient permettre au Cameroun d'être élu comme pays pauvre, très endetté, pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages de permettre... Effectivement, permettez qu'on restaure donc toute la vérité en disant que l'initiative PPT était conjoncturelle, elle n'était pas faite pour être pérenne. C'est pas parce que le Cameroun n'était pas le seul pays à y accéder. Hein. La plupart des pays francophones y sont passés, mais aujourd'hui, beaucoup de ces pays, comme le Cameroun, sont reclassés par la Banque mondiale, le FMI, comme pays à revenu intermédiaire de tranches inférieures, certains de tranches supérieures. Ça, c'est la vérité. Il ne faut pas qu'on raconte des histoires pour abrutir les gens au quartier. Maintenant, je vais revenir sur les motions de soutien que des gens signeraient sans qu'ils ne soient informés. Je rappelle d'abord à tous les Camerounais qu'en 2008, un monsieur dans ce pays qui s'appelle Maurice Kamto, qui était au gouvernement, avait signé une motion de soutien parce que quand j'entends ses partisans venir donner des leçons autour de la table, je suis un peu amusé. Il avait signé une motion de soutien en tant qu'élite de l'Ouest. Et qu'est-ce qu'il demandait au président de la République? Il lui demandait de modifier la Constitution. Il lui demandait de se représenter à l'élection qui devait arriver en 2011. Et ça s'est passé comme ça. Le nom, cette motion de soutien circule encore dans la presse. Tout est en ligne, les téléspectateurs peuvent aller chercher. Vous dites que c'est pour rappeler que l'escroquerie... Rappelez-moi, s'il vous plaît. Deux choses. Oui, il demande au président de la République de modifier la Constitution pour rester au pouvoir, pour prolonger son bail à la tête de l'État. Ah bon? Et bien sûr. Et par la suite, il a demandé que le président de la République soit, je vais utiliser un mot dur,
réprime, c'est encore écrit dans la presse, parce qu'il avait condamné, la même motion condamnait les manifestations. Vous dites ce que la déclaration dit ou bien vous... Je dis ce que la déclaration dit, n'importe qui peut la trouver et me l'opposer, je vais y faire face. Maintenant, pour revenir, je vais rappeler à Edmond que, en réalité, Mohamed Bazoum n'a pas eu besoin d'avoir tout ce qu'on voit autour du président Biya pour être dégagé du pouvoir. Hein. Le coup d'État est arrivé, il a balayé. D'accord? Le coup d'État l'a balayé. Quand vous arrêtez un peu avec ces comparaisons, genre le Gabon parle au Cameroun, rien ne nous parle. Le Cameroun, c'est le Cameroun. D'accord? La politique au Cameroun ne peut pas se faire comme la politique au Gabon. Si nos adversaires veulent avoir raison de nous, qu'ils investissent le terrain. Les plateaux de télévision et les réseaux sociaux ne sont pas le terrain politique où quelqu'un viendra nous utiliser les mots les plus apocalyptiques, le vocabulaire le plus collapsologique du monde pour nous dire « Ah, voilà, le RDPC est en train de partir. » Le RDPC n'est pas impressionné par tout ça. Le président Biya n'est pas impressionné par tout ça. Le secrétaire général qui actuellement est en tournée n'est pas impressionné par tout ça. Ce sont des mots pour des opposants. On sait déjà qu'ils sont forts dans le lexique, mais dans la pratique, c'est autre chose. Le RDPC est engagé dans une compétition. C'est le RDPC qui choisit qui est son leader. Ce n'est pas aux opposants, ce n'est pas aux journalistes de venir nous dire non, prenez tel plutôt que tel autre. Le RDPC aura comme candidat à l'élection présidentielle qui il voudra. Et pour le moment, conformément à nos textes, c'est le président Paul Biya. Il est normal que les militants lui disent, président, nous nous sentons bien avec toi, nous voulons continuer. Donc c'est un faux débat. Maintenant, je reviens sur les routes. Vous savez, on ne vient pas à la télévision pour tout défendre. Au stade où nous sommes, il faut raisonnablement reconnaître que nous avons un problème de route. Et quand on dit un problème de route, c'est un problème au niveau d'entretien. Et ça date, ça commence à déranger. Au moment où nous parlons, ça nous perturbe de l'intérieur. Vous avez vu une sortie du Premier ministre qui habituellement est réservée. Une sortie où il est venu dire vraiment, ça commence à bien faire, il faut qu'on essaye de faire quelque chose. Mais entre-temps, je voulais vous dire, quand vous voulez faire le bilan du président Biya parlant des routes, posons-nous toujours la question. Nous sommes partis d'où en 82? En 22 ans, le premier régime, ce n'est pas une critique que je fais, le premier régime avait laissé au Cameroun combien de kilomètres de route? De 82 à aujourd'hui, nous en avons combien? Vous voyez? Peut-être on peut faire un débat sur la qualité. Peut-être on peut faire un débat sur l'entretien. Mais on ne peut pas venir poser ce problème comme si, pendant tout ce temps, rien n'avait été fait. Et je vous rappelle qu'en 22 ans, on a fait près de 800 km de route. Et je vous rappelle que pendant ces 22 ans, le Cameroun avait plus d'argent. Les matières premières avaient leur coût, étaient à leur niveau le plus élevé. On n'avait jamais eu une dévaluation du franc CFA. On n'avait jamais eu un certain nombre de chocs financiers qui sont venus, comme à partir de 82, diminuer les ressources qu'on avait au moment où notre population augmentait. Donc vous allez vous rendre compte que, en réalité, de cette période jusqu'à aujourd'hui, le président de la République a fait ce que beaucoup ne pouvaient pas faire. Donc vous prenez un pays, les ressources sont en baisse du fait d'un certain nombre de chocs extérieurs. Entre-temps, la population explose. Vous voyez, la croissance de la population est exponentielle. Mais jusque-là, vous réussissez à stabiliser. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, nous sommes dorénavant dans un pays où on pose un acte, on construit une infrastructure, mais les populations ne le sentent pas parce que la population que nous avons aujourd'hui n'est pas la population qu'on avait. Prenons un exemple, avant de donner la parole à quelqu'un d'autre. Oui. On ne va pas prendre 1000 exemples. Oui. Un seul exemple. L'autoroute Douala-Yaoundé. Oui. Où est-ce qu'on en est? Oui, l'autoroute Douala-Yaoundé. Ça existe, oui. Yaoundé-Douala. Bon. C'est Yaoundé-Douala qui est comme ça. Allons-y, Yaoundé-Douala. L'autoroute Yaoundé-Douala est une de nos préoccupations majeures. Je ne dirais Parce pas, que je vous ai bien écouté, vous avez dit que oui. il y a effectivement un problème avec les routes, les réalisations routières, oui. les infrastructures routières. Oui. Mais vous avez semblé attribuer cela à la conjoncture économique. Non, enlever l'épithète économique, disons à la conjoncture de manière générale, et je vais vous dire pourquoi. Quand vous écoutez Monsieur le ministre des Travaux publics sur... Non, je suis sur l'autoroute. Hein. Justement, moi-même je suis sur la même autoroute. Quand vous écoutez ce qu'il dit, en réalité, vous vous rendez compte qu'on a eu un certain nombre de problèmes. Bon, peut-être vous allez toujours nous dire, peut-être c'était pas... on aurait dû y penser un peu plus tôt. On a parlé par exemple de la libération des emprises. Vous savez qu'il y a eu des procès parce que liés aux indemnisations que certains n'acceptaient pas et que d'autres trouvaient insuffisantes. Bon, il y a eu des procès, d'autres éléments par rapport aux entreprises travaillant sur ce projet-là et qui ont fait que les financements ne soient pas toujours disponibles. On peut le regretter. On aurait aimé tous que cette autoroute
finisse même en quelques 5-6 ans. On aurait aimé. Mais malheureusement, c'est une de nos béquilles, hein, c'est une plaie. Non, je pose la question au citoyen, vraiment. Oui, posez la question au citoyen, il va vous Oui, répondre. non, je parle au militant du RDPC, au citoyen. Oui, le citoyen. Vous êtes convaincu par les explications qui sont données pour l'interruption de l'autoroute là? Je n'ai pas à être convaincu, je les prends parce que je ne suis pas en situation de gestion. C'est le gestionnaire qui sait les difficultés auxquelles il fait face. Peut-être vous lui ferez le reproche de ne pas communiquer là-dessus. Peut-être vous lui direz, il aurait pu prendre un certain nombre de mesures pour que les populations soient au même niveau d'information, question de comprendre. Pourquoi ces informations, ça fait quoi, selon vous? Je ne peux pas m'être inventé. Je ne peux pas m'être inventé, mais je sais qu'il y a parmi les problèmes la rareté des sous. Et puis il y a le fait que les emprises, à un certain moment, n'étaient pas toujours faciles. On vient de mobiliser 41 milliards là hein, pour construire 14 péages. Pardon? On vient de mobiliser 41 milliards. Mais le projet de 14 péages, c'est un vieux projet. Ah d'accord. Parce que, en tout cas, pas aussi vieux que l'autoroute. Alors, Jean-Robert Wafo, est-ce que vous comprenez la difficulté? Je veux dire que lorsqu'on fait, je disais qu'on va peut-être revenir sur les 4 décennies du renouveau, mais peut-être pas sur tous les aspects. On n'a pas la prétention de faire tous ces éléments-là. Mais si on prend une question d'actualité, hein, le ministre des Travaux publics était à Douala sur les chantiers routiers, il a fait un certain nombre d'observations, de reproches. Lorsque vous regardez sur les 4 décennies qui viennent de s'achever, est-ce que vous avez le sentiment qu'au moins, pour ce qui concerne les routes, on peut être satisfait? Parce que, comme l'a dit le député Mithieu dans une sortie, lorsque la route passe, le développement suit. On peut peut-être ne pas réussir sur tous les autres plans, mais est-ce qu'au niveau des routes, par exemple, vous avez le sentiment que quelque chose a bougé? Avant de répondre à cette question, je vais vous dire ce qui se passe, ce qui s'est passé à l'Ouest. Avant leur fameuse réunion où ils ont organisé donc des charters pour venir là-bas à coup de millions de francs CFA détourner des caisses de l'État, je n'ai pas dit que c'est tout ce qui détourne. Il y a eu un appel, il y a eu l'appel du Bamboutos, paru dans Cameroun Tribune, avant leur réunion, où ils prétendent avoir... Apparemment, vous avez des comptes à régler. Hein. Il dit, je donne les faits. Vous avez venu régler les comptes. Je donne les faits. Puisqu'on parle de routes, sur un individu. Incroyable. Je donne les faits. Et vous allez voir le lien avec la question que Duval m'a posée. Avant ça, il y a eu l'appel du Bamboutos. J'ai été surpris que l'appel, immédiatement après l'appel du Bamboutos, qui est cette réunion où ils ont déplacé avec des chartés et tout, pain, pain, ça a dit, machin. Pourquoi celui qui a lancé cet appel du Bamboutos, pourquoi il s'est précipité? Il s'est précipité parce qu'effectivement, il est dans un état de fébrilité extrême. Du fait de l'état désastreux des routes, dont l'entretien incombe à son ministère, à savoir le ministère des Travaux publics. Pas seulement. Vous avez parlé de l'axe, donc de l'autoroute. Vous avez tantôt dit, vous avez d'abord dit, je sais pas si c'était de façon ironique. Vous avez dit, non, le projet de départ, c'est Douala Yaoundé. Oui, mais effectivement, c'est bien de rappeler, même si c'est de façon ironique. Puisqu'on est passé de Douala Yaoundé à Yaoundé Douala. Non, Yaoundé Douala comment? Mais c'est Yaoundé Douala. C'est pas Yaoundé que ça a commencé. C'est pas Yaoundé que ça a commencé. Ah, d'accord. Non, c'est pas Yaoundé Douala. Non, maintenant c'est Yaoundé Boumiébel. C'est Yaoundé Boumiébel. Incroyable. Sur le fond du débat, ça change. Incroyable. Même les débats périphériques. Donc, ils ont mis plus de 10 ans. Oui. Parce que Yaoundé Douala, c'est 196 km. C'est depuis 2013. Ils n'ont que fait Yaoundé Bibodi, 60 km en 10 ans. Bibodi Douala, on ne sait même pas par où c'est passé. Pourtant, on a débloqué déjà plus de 600, donc des milliards, des centaines de milliards de francs CFA. Ah, pour la deuxième phase là aussi. Je dis pour la première phase. La deuxième phase n'a même pas encore commencé. Non, je pensais que La deuxième phase, c'est 136 km. Bibodi, Douala. Mais la première phase, 60 km, Yaoundé, Bibodi, c'est 60 km. On a dépensé des centaines de milliards de francs CFA. Et je tiens à vous rappeler qu'un rapport de la Banque mondiale a fait état de ce que le coût du kilomètre linéaire de route au Cameroun est 3 fois, parfois 4 fois plus élevé
Et le coût de que dans l'autoroute. quand il parle du coût, Parce qu'il y a- ça veut dire qu'on met les indemnisations dedans. On dit voilà ce que Il y a ça le coûte. coût de la route, il y a le coût de l'autoroute. Je dis que ça le fait coût dedans. combien? Non, c'est pas dedans. Monsieur, laissez-moi finir, Ok. puisque c'est moi qui parle et c'est moi qui vous informe. Vous m'informez Donc, pas. Au Cameroun, c'est 11,5 milliards. Non, c'est 11,5 millions de dollars le kilomètre linéaire. A dit à machin. De route ou de... Au Maroc, c'est 3 milliards et c'est 3,5 millions de dollars. Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, c'est 3 millions de dollars. Au Cameroun, c'est 11 millions De dollars. de dollars. Donc dans les 7 milliards de francs CFA. C'est un rapport de la Banque mondiale. Parce que nous leur faisons des... Donc nous empruntons donc de l'argent là-bas. Ce sont eux qui ont fait ce rapport. Mais au départ, comme je l'ai dit, c'était Douala Yaoundé. Parce que Kribi également est plus proche de Douala que Yaoundé. Donc il était question, n'est-ce pas, qu'il y ait une desserte qui quitte, qu'après il y ait une desserte, donc on puisse facilement atteindre une partie de la capitale économique où il y a un port, c'est-à-dire le port en eau, dans le port de Douala, pour le port de Kribi. C'est pour ça qu'on avait commencé par Douala. Donc le tour devait commencer par Douala. Allez même voir aider à Kribi. C'est les lacs de cratères. Prenez Ebolo va à comme de Kribi. On a vu le ministre Nganou Djoumessi déclarer en Mondo Vision qu'il y a certaines élites du Sud qui lui ont demandé donc de surfacturer le kilomètre linéaire. C'est lui qui l'a dit. N'allons même pas non plus. Prenons la pénétrante est de la ville de Douala. Taux de réalisation 23,77%. Ça fait près de 10 ans. Et le ministre s'est C'est permis... un projet qui avait été lancé en même temps que Tout à la fait. question de l'organisation de la CAN. Tout à fait. En marge de l'organisation de la CAN. Tout à fait. Prenons cette pénétrante-là. On a vu le ministre des Travaux publics venir danser carrément le directeur d'une entreprise chinoise. Mais je rappelle, donc, au point de lui dire, avez-vous déjà réalisé un tel exploit? Avez-vous déjà réalisé un tel exploit? Je rappelle que cette entreprise chinoise, c'est elle qui a levé les fonds pour la construction du port de Shanghai. Au point où ce port est devenu le port le plus important du monde en termes de trafic. Il vient ici, il le tense en mondovision. Prenons le cas même des dessertes des campus. Et par rapport à la desserte des campus, j'ai une pensée, n'est-ce pas, pour Madame Moumé, Flore, épouse Eala, qui est décédée alors qu'elle allait donner les cours au lycée de PK21, puisque Abama est également enseignant. Comment peut-on mourir à cause d'une route? Tout simplement parce que vous avez vaqué à vos occupations. Je rappelle que sur cette route-là, cette dame, Madame Eala, elle était obligée d'emprunter, donc de monter derrière la moto, comme on parle au quartier, du surveillant général de cet établissement. Et c'est pendant qu'elle était sur la moto qu'un camion semi-remorque qui allait à sens contraire, à cause du mauvais état de route, a basculé et le conteneur l'a écrasé. Et le surveillant général en question, il est à l'hôpital général de Douala, ses 2 pieds sont broyés. Quelle honte! Quelle honte! Et parcourir cet axe-là, les étudiants, les élèves montent sur des camions bennes pour rejoindre la grande route en plein 21e siècle. Quand je parle de la desserte des campus, prenons la route Hawaï et Soa. C'est où aujourd'hui? Cette route ne ressemble à rien. L'entreprise Bofas qui a pris le tronçon Hawaï, et Soa, abandonné depuis. Elle a abandonné, cette entreprise a abandonné le chantier. Soit PK21. Là où on va former les élites de demain. Ils sont obligés de monter sur les camions bennes comme des animaux.
C'est incroyable. Prenons la route Kondjok, Bafang, qui relie deux régions. Kondjok qui est dans le Nkam, Bafang qui est à l'ouest. Dans quel état est ce tronçon? Ah, je ne vais même pas plus loin. Prenons la route, prenons à partir du carrefour Panchi, donc à Bafang pour aller à Bafoussam. On passe par Banja, par Batié, par Baham. C'est la catastrophe totale. C'est la catastrophe totale. Prenons la route Maroua Dabanga Pousseri. Ça ressemble à quoi? Prenons la route Maroua Mokolo Runsiki, donc Guidé. Ça ressemble à quoi? Vous voulez que je cite encore? Prenons la route Ekon Bembis. Bogo pousse. Dans la route qui dit Bogo à pousse, en passant par Guividic. Ça ressemble à quoi? Prenons la route, prenons le pont sur le fleuve Nyon, à Malomba, à Makak, dans le département du Nyon et Télé, région du Sam. Ça ressemble à quoi? Et vous venez aujourd'hui me dire que avant, donc c'est du fait de la crise économique et machin, et puis il faut arrêter ça. Le budget du Cameroun, c'était de combien avant? Vous pouvez me le dire, non? Mais c'était de moins de 1000 milliards. Mais actuellement, nous sommes à 6 milliards. Mais actuellement, nous sommes à 6 milliards. Monsieur, prenons la route Kumba et Kondo Titi. Ça représente donc ça. Prenons même la route Babadjou Bamenda. On est d'accord sur le problème des routes. Babadjou Bamenda. Ça ressemble à quoi? À quoi? Quand vous prenez même le tronçon Babadjou Matazin, 17 km, donc ça ressemble à quoi? Quand vous prenez le tronçon toujours sur la route Toumako, Bafengo, Bamekupara, c'est 8 km. Et puis avec des déviations connexes. Qu'avez-vous fait de ça? Mais il faut arrêter. Moi je dis, aujourd'hui, au Cameroun, la route a tué plus de personnes que Boko Haram et la crise du Nord-Ouest réunies. Il faut le dire, ce n'est pas les automobilistes qui tuent les gens en route, c'est la route qui tue. Prenons ici, vous avez dit tantôt que tout ce qu'ils savent faire, c'est de mobiliser de l'argent pour la construction de 14 péages. C'est ce que vous avez dit. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent donc pour faire les routes. Mais quand il s'agit donc des péages, on débloque rapidement les fonds. 14 péages pour 41 milliards de francs CFA. Ça fait 3 milliards de francs CFA par péage. Je vais vous faire une comparaison. Au Congo-Brazzaville, sur la nationale numéro 1, l'axe sur la nationale numéro 1 qui relie Brazzaville à Kinkala. Au niveau, n'est-ce pas, le poste de péage de Makana 1 a coûté 951 282 041 francs. Le péage a coûté 951 282 000. moins de milliards. Moins de 952 milliards. Le magnitude l'a révélé. Mais au Cameroun, 14 postes de péage, 42 milliards. Ça veut dire que un poste de péage, c'est 3 milliards de francs CFA. Mais vous devez me dire que c'est quoi? Alors, je vais citer donc en disant une chose. Je ne suis pas négativiste. Quand le président de la République fait quelque chose de bien, je dis c'est bien. Par exemple, il a reçu, dans le cadre de la crise russo-ukrainienne, il a reçu l'ambassadeur de France, il a également reçu l'ambassadeur de la Russie. C'est bien. Vous avez compris? Je salue également, c'est pour vous dire, je salue également l'attitude de la diplomatie camerounaise par rapport à l'attitude de neutralité de la diplomatie camerounaise par rapport à la guerre israélo-palestinienne. Mais que le président de la République retire son nom sur l'affaire de Houthi, sinon le fantôme de ceux qui sont décédés va le rattraper ainsi que sa descendance. S'il ne fait rien par rapport à ce scandale monstrueux. C'est vrai quand Jean-Robert Wafou a dit que lorsque c'est bien fait, il faut le reconnaître. Je pensais qu'il voulait souligner que malgré que les routes soient en mauvais état, il y a quand même des routes qui sont en bon état, comme l'axe Bafoussam-Yaoundé.
Et c'est aussi à mettre sur le compte du renouveau, non? Oui, c'est acceptable. Non, c'est acceptable. C'est à Pierre-Emmanuel Bignan que je pose la question. Mais au-delà, qu'est-ce qu'on va dire? Que c'est l'arbre qui cache la forêt? Bon, avant de me pencher sur la question proprement dite, je vais apporter un correctif. Parce que le mensonge, même lorsqu'on le répète toute une journée, jusqu'à la nuit ou jusqu'au lendemain, demeure un mensonge. Le président Maurice Kamto n'a jamais signé une motion de soutien Il a signé. à une candidature du président Paul Biya. Il a signé. Jamais. Le journal, c'est Les militants, Il a signé. les responsables du RDPC sont accoutumés à multiplier des déclarations mensongères sur la personne de Maurice Kamto. Sur ce plateau, comme dans beaucoup de plateaux de télé-radio au Cameroun, on a eu à faire des déclarations. Ils ont eu à faire Je des dis qu'il a déclarations signé. scandaleuses Le papier est encore sur le président en ligne. Kamto. Il En a l'occurrence, signé. les déclarations sur le détournement de 14 milliards et tout, dont ils n'ont jamais apporté aucune preuve. Ben non, Maurice c'est pas ça. Kamto n'a C'est jamais... que ces entreprises Maurice gagnaient des marchés. Kamto... Ce débat n'a aucun intérêt pour vous. Ce qui nous intéresse, C'est vous qui nous ramène Monsieur là-dedans. Obama. non, c'est vous qui avez évoqué ça en Monsieur premier. Obama, Je crois que c'est passé. excusez-moi. Parce que ce qui nous intéresse en train aujourd'hui, de c'est la parler. déclaration. Quand vous étiez, moi j'aime quand les gens C'est sont... d'appeler que son président a signé en Monsieur Obama, j'aime quand les gens sont respectueux. Quand vous parlez, on vous écoute religieusement. Incroyable. Ayez la décence de nous laisser nous exprimer. Non, Yves, laissez qu'il finisse. Ayez la décence de nous écouter. Allez-y. Cessez de donner l'impression aux Camerounais que vous êtes des sauvages. Donc, laissez-nous nous exprimer. Autant vous avez passé le temps à couper monsieur Wafo, vous le faites avec moi. Laissez-nous exprimer. Donc, j'apporte ce démenti. Maurice Kamto n'a jamais signé une motion de soutien à une élection de Paul Biya à la présidence de la République. Jamais. Alors, je reviens maintenant sur la question concernant les 41 ans au pouvoir de Paul Biya. Je ne suis pas forcé de parler des routes. Vous allez m'excuser. Moi, je vais faire un bref résumé sur la situation économique dans laquelle le Cameroun s'est retrouvé à partir du moment où Paul Biya a pris le pouvoir à ce jour. Le bilan est simple et il est exhaustif. Quand on prend le niveau de la population active actuellement, on constate que 70%, plus de 70% de la population active du Cameroun est au chômage. Ça veut dire que ceux qui sont en âge de travailler, plus de 70% sont au chômage. Ce sont des indicateurs simples. Deuxième indicateur, ce que le régime RDPC a appelé comme emploi, c'est pour la plupart les emplois du secteur informel, c'est-à-dire que les mototaximens, ils sont enregistrés comme des employés, comme des travailleurs, les colbosseurs sont enregistrés comme des travailleurs, les débrouillards qui ont des petits contrats dans les marchés sont enregistrés comme des travailleurs. Donc c'est ça qui fait gonfler notre capacité d'employabilité au Cameroun. Mais si on extrait le secteur informel, on va constater que plus de 90% de la population active du Cameroun est au chômage. Ce sont des indicateurs qui sont clairs. Quand on revient maintenant au niveau de ce que Paul Biya a trouvé avant qu'il ne prenne le pouvoir en 1982, Paul Biya a trouvé que l'économie du Cameroun était supportée pour la plupart, au moins à 70-75%, par des sociétés publiques et parapubliques, qui étaient productives. Ce n'était pas des sociétés dans lesquelles on injectait des milliards de l'État sans qu'il y ait des résultats escomptés. Ces sociétés étaient productives. Et le régime de Paul Biya a amené toutes ces sociétés à la faillite. Je vais citer quelques-unes. La Cellucam. La Cellucam s'est retrouvée fermée après que Paul Biya ait pris le pouvoir. Et la Cellucam était le poumon économique de la Sanaga maritime. Moi, je me rappelle, lorsqu'on était enfant, qu'il y a certains parents qui faisaient les tests de recrutement à la Lucam, à la Sonel et à la Cellucam. La plupart du temps, pour la plupart du temps, ceux qui étaient retenus dans 2 ou dans les 3 sociétés, ils choisissaient la Cellucam. Parce que la Cellucam offrait les meilleurs salaires, les meilleures conditions de travail, le meilleur traitement pour leurs employés, ainsi de suite. Ils avaient des cités des ouvriers, ils avaient les cités des cadres. La Lucam ne valait rien devant la Cellucam.
Et la LUCAM la cellule CAM faisait fonctionner toute la Sanaga maritime. Les gens venaient du sud, d'Akoloninga et tout ça. Moi, chez nous, on a eu des locataires, des gens qui venaient d'Akoloninga pour venir faire l'aventure à Edea. Ils louaient parce qu'ils venaient chercher le travail à Edea. Edea était une ville industrielle. Ne parlons pas de Konsamba. On prend les bassins agricoles, par exemple, comme celui que Aïdjo avait créé en Konjok. C'est Aïdjo qui crée ce bassin. Après des études avec les experts, quand Aïdjo constate que les terres sont arables dans la zone de Konjok, il crée dans ce bassin agricole. Aïdjo partait, l'État partait chercher les populations à l'ouest et dans le Mungo pour les délocaliser, les déloger, les donner les logements, des lobbies de terres à cultiver et des endroits où habiter avec moyennant des soutiens, les engrais et quelques émoluments qu'on leur donnait mensuellement pour encourager les populations à peupler la zone de Konjok, à cultiver, à développer l'agriculture là-bas. Mais tout récemment, 41 ans après que Aïdjo ne soit plus au pouvoir, nous sommes allés en Konjok récemment dans le cadre de nos activités politiques au niveau de la fédération départementale du littoral, de la fédération régionale du littoral 3. Nous nous sommes rendus en Konjok pour implanter certaines unités et certaines fédérations communales. Il y a eu une forte mobilisation. Je profite de l'occasion pour saluer toutes les populations de Konjok qui nous ont manifesté une forte adhésion, une fois de plus, au MRC. Mais il a la réponse à la question. Il dit que c'est la conjoncture. Non, j'arrive. Un peu comme pour dire alors, que le président n'a pas nous avons fait Yabassi Konjok, passant en partant, nous sommes passés par Yabassi. On a fait Yabassi Konjok de 7 heures, nous sommes arrivés en Konjok à 15 heures. Malgré que les populations étaient fatiguées, elles sont restées nous attendre. Alors, en rentrant, quand on a fini les installations, parce qu'on était au pied de course, on était en train de courir, nous sommes partis de Konjok à 21 h, arrivés à Bafang à 3 h du matin. C'est incroyable. Dans un tronçon de 40 km. 40 km. Dans lequel on peut, c'est-à-dire que le temps imparti pour faire ce genre de tronçon, même si ce n'est pas bitumé, si la route est bien aménagée et damée, on a au trop 1 heure. Je ne vous coupe pas la parole, monsieur. On est parti de Konjok à 21 h pour arriver à 3 h du matin. Nous étions cramés, épuisés. Mais vous permettez juste une seconde. Sur ce tronçon-là, nous avons vu les images dans les réseaux sociaux où on porte, n'est-ce pas, on porte, c'est-à-dire que on porte le cercueil de quelqu'un sur la moto. Le cercueil se renverse dans le cratère, dans le lac. Le cratère. On a vu sur cet axe des gens, dont des femmes accouchées dans la boue parce que c'est rendu à l'hôpital. Et vous parlez de quoi? Et ça c'est pour chuter. Ça c'est pour résumer. Quel est ce pays où pour faire Douala Bafoussam, la durée du trajet Douala Bafoussam, c'est de 8 heures de temps, supérieur à la route, donc à la durée du trajet Douala Paris, qui est de 6 heures de temps. 6000 km par vol. Paris, c'est un avion. Oui, c'est un avion, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous trouvez normal qu'on fasse Douala Bafoussam 8 heures de temps? Bon, les Douala Bafoussam 8 heures de temps, c'est davantage les embouteillages d'abord à Bonabéry et ensuite les trous qu'il y a sur la route, les cratères dont vous parlez. Je vous rappelle. Parfois, rallonge le trajet jusqu'à 10 heures. Hein. Non. Oui, on a vu, les gens fait Bafoussam Douala 10 heures. Nous sommes toujours. Allez-y, terminez. Ça prend 10 heures de temps. Si vous comptez la durée qu'on met ici, à la sortie, ça fait 10 heures de temps. Nous sommes toujours sur le plan économique. Oui. Nous constatons que à la fin des années 70, le Cameroun avait atteint l'autosuffisance alimentaire. Et le Cameroun avait les provisions et la capacité de venir en aide à des pays comme l'Éthiopie qui traversaient des crises alimentaires. La Malaisie, le Cambodge. Le Cameroun affectait des avions de riz
et de denrées alimentaires pour venir en aide à ces pays-là. Aujourd'hui, l'Éthiopie est une puissance économique en Afrique. Où est le Cameroun? L'Éthiopie est le champion d'Afrique sur le plan aéronautique. Ils ont la plus grande flotte aérienne de l'Afrique et la plus grande école de pilotes en Afrique. C'est un pays émergent. Le Cameroun ne peut plus titiller ou s'approcher même de là où s'assoit l'Éthiopie aujourd'hui. C'est une question de volonté de développement de son pays. Il y a des sociétés comme par exemple Camship qui ont fermé. Camship avec 4 grands bateaux de pêche. Les Camerounais ne pêchent plus. L'affaire Zongo Nous achetons le maquereau qui est pêché en haute mer au Sénégal. L'affaire Zongo Alors que nous avions des bateaux de pêche. Camship a fait faillite, a fermé. ONCPB et toutes ces sociétés. Fonader, les sociétés comme Sodeblé ONCPD, ont fermé. Soderi ont fermé. Toutes ces sociétés ont fait faillite. Fonader, tout ça là. Biao. Pourquoi? C'est la mauvaise étoile. Alors, Cameco, Camer, qui est devenu Cameco. Quand on prend le cas par exemple de Camer, la Camer avait 14 appareils, parmi lesquels 3 Boeing 700 et 747 et l'autre. Donc, c'était des sociétés qui étaient productives, dont les bilans financiers étaient positifs. Aujourd'hui, ces sociétés n'existent plus. Et ces sociétés ont contribué à aider les Camerounais à bien se nourrir, bien s'éduquer, bien s'habiller, avoir de l'emploi, prendre soin de leur famille, ainsi de suite. Ça nous a plongé dans un marasme économique sans précédent jusqu'à ce jour. Air France à Paris louait l'avion Camer pour desservir les États-Unis. Nous sommes en train de faire un bilan sérieux. C'est ça qui est la réalité. Le Cameroun, depuis quelques années, à partir du document de croissance pour la stratégie de l'emploi, enregistre un taux de croissance économique, il faut le dire, qui tourne entre 3% et 5%. Mais le seul problème de la croissance économique du Cameroun, c'est que ça ne se ressent pas dans le panier de la ménagère, dans le vécu quotidien. Lorsque nous savons que pendant qu'on déclare qu'il y a une croissance économique, nous avons des enseignants qui font pour certains 10 ans sans être payés, sans percevoir leur salaire. Et lorsque nous comparons à des pays qui ont le même niveau, qui ont le même niveau économique, par exemple comme la Côte d'Ivoire, on constate que les enseignants en Côte d'Ivoire, c'est 3 fois les salaires des enseignants au Cameroun par rapport à la Côte d'Ivoire, combien d'enseignants, s'il te plaît? Non. Écoutez, c'est une question de modèle. C'est une question de modèle économique. Ils ont mis de modèle économique. Laissez-nous faire ce bilan. Parce que pendant qu'on est en train de faire le bilan, on dit des choses. On est tous d'accord que le président Paul Biya, lorsqu'il prend le pouvoir en 1982, il annonce sa gouvernance sous le signe de la rigueur et de la moralisation. Alors, il a eu la bonne volonté de faire des choses. Il a eu la bonne volonté. Et moi, j'ai l'habitude de dire aux gens que Paul Biya était très aimé par les Camerounais. Ce monsieur, lorsqu'il a accédé au pouvoir, quand il faisait le tour des régions du Cameroun, à l'époque, ce n'était pas encore les 10 régions, quand il faisait le tour des provinces du Cameroun, il était accueilli comme une rockstar. Mais aujourd'hui, à cause d'un bilan économique catastrophique, d'un bilan politique qui a mis le pays sans dessus, parce qu'il faut aussi signaler que sur le plan économique et sur le plan politique, le Cameroun est déchiré par des crises sécuritaires multiformes. La guerre du Nozo, c'est la faute du gouvernement de Yaoundé. Alors, le gouvernement de Yaoundé est responsable au moins à 70% de cette guerre-là qui est en train de décimer les populations et qui a dépeuplé ce pays-là. Voilà 2 régions, par exemple, qui ont été déclarées économiquement sinistrées par eux-mêmes. Les membres du gouvernement, c'est eux qui ont déclaré ces zones économiquement sinistrées. Ça veut dire que le Cameroun ne collecte plus les taxes et les impôts venant du nord-ouest et du sud-ouest. Et là-bas, dans le sud-ouest, effectivement, il y a la plus grande société du Cameroun. La plus grande société du Cameroun, la CDC, qui employait le plus grand nombre d'employés au Cameroun, de toutes les sociétés du Cameroun. Après eux, c'est la société anonyme des brasseries du Cameroun. Et cette société a fermé. La Sonara également a fermé. Alors, vous ne pouvez pas me dire que
c'est une question de choix économique, de modèle économique et de volonté politique. Pourquoi je dis modèle économique? Prenez le cas par exemple de la Sonara. La Sonara, quand Charles Metouk remplace Edin qui était décédé à la tête de la Sonara, il a un projet d'extension de la Sonara qui demandait 250 milliards. Le gouvernement du Cameroun ne lui a jamais donné ces 250 milliards pour étendre et accroître le niveau de production de la Sonara. Aujourd'hui, la Sonara est en faillite et a brûlé. La Sonara a brûlé, il faut 750 milliards pour réhabiliter la Sonara et relancer la production. Mais le gouvernement camerounais préfère, d'après eux, c'est pour ça que je parle toujours d'entourloupe et de banditisme politique, parce que ce n'est même pas avéré. Ils disent qu'ils subventionnent le pétrole à la pompe à hauteur de ces 750 milliards par an. Au lieu d'investir cet argent pour réhabiliter la Sonara et accroître le niveau de production. Vous voyez donc qu'il y a en même temps des mauvais choix économiques, il y a un manque de volonté politique de développer le Cameroun. Ça, voilà à peu près de façon brossée le vrai bilan de Paul Biya depuis 41 ans. Alors, on va avancer rapidement sur un autre terrain avant d'évoquer le dernier sujet. Edmond Kambia, dans le diagnostic qui est fait par les uns et les autres, il y a un élément qui revient très souvent pour justifier ces difficultés que traverse le Cameroun pendant cette période du magistère du président Biya, que ce soit les difficultés qu'on a sur le plan infrastructurel, que les difficultés qu'on a au niveau économique avec les éléments évoqués par Pierre-Emmanuel Bignam. On évoque très souvent la corruption, parce que Jean-Robert Wafou tout à l'heure a souligné, peut-être sans l'évoquer de façon claire, les surfacturations. On ne va pas revenir sur le complexe d'Olembe, où on a encore parlé de surfacturation. On ne va pas revenir sur d'autres chantiers où on parle de surfacturation à tous les niveaux. Et lorsqu'on parle de surfacturation, ça renvoie immédiatement à la corruption. Alors, vous avez parcouru le rapport 2022 de la CONAC, la Commission nationale anticorruption, qui indique qu'il y a un certain nombre de ministères considérés comme récalcitrants, qui ne contribuent pas à la production du rapport. En tête, le ministre des domaines, du cadastre, des affaires foncières. Tout le monde sait ce que c'est que le foncier dans notre pays aujourd'hui. Des analystes soutiennent, les chiffres, les statistiques indiquent que la plupart des questions qu'on rencontre dans les tribunaux aujourd'hui, les litiges sont essentiellement d'ordre foncier. Sauf qu'il y a eu on va dire ça comme un contre-rapport, pour reprendre les termes de mutation, qui indique que le rapport de la CONAC n'est pas bon. À côté du ministère des domaines, du cadastre des affaires foncières, il y a le ministère de l'administration territoriale qui ont remporté, on va dire, la palme d'or en ce qui concerne la corruption, selon le rapport qui vient de rendu public par la CONAC. Alors, la question que beaucoup se posent, c'est comment peut-on, malgré tous les efforts qui sont faits par la CONAC, malgré toutes les institutions qui sont mises en place par le président de la République, malgré tous les instruments juridiques et autres qui sont mis en place par le chef de l'État pour lutter contre la corruption et promouvoir la gouvernance, comment malgré tout cela, on arrive toujours à une situation où la corruption gangrène notre pays? Moi, je préfère voir la question sur le fond. Sur le fond, parce que la CONAC fait ce qu'elle fait, mais elle ne peut pas aller au-delà du rapport qu'il achemine aux autorités concernées, notamment au président de la République. Il n'a pas l'autorité de poursuite. Seul le président de la République peut apprécier à l'opportunité de poursuite sur la base des rapports qui lui sont acheminés par la CONAC, par l'agence d'investigation, par d'autres structures comme la Chambre des comptes qui envoie des rapports à la présidence de la République. Mais seul le président de la République a l'autorité pour agir sur le plan de l'opportunité de poursuite. La question de fond se trouve là-bas. Et cela ramène le sujet sur ce que j'ai entendu tout à l'heure au niveau de la volonté réelle, la volonté politique réelle de combattre la corruption, de réaliser les desseins qu'on s'est avait placé son magistère sous le signe de la rigueur et de la moralisation. Oui, le 6 novembre 1982, le chef de l'État, il est arrivé. Lundi, ça va faire 41 ans qu'il est au pouvoir. Il avait dit rigueur et moralisation. Mais il se trouve qu'en chemin, il a eu une très bonne presse, notamment la presse privée, qui a commencé à débusquer, n'est-ce pas, des lièvres et des baleines, et à mettre sur la place publique, à faire des dénonciations. Mais au lieu d'encourager le travail de la presse, de la liberté de la presse au Cameroun, le chef de l'État a fait une déclaration qui a pratiquement
désarticuler tout le travail qui avait été fait par la presse. Il a dit où sont les preuves? Et cette question seulement a amené des hauts commis de l'État, des ministres de la République, à voler, à détourner les fonds publics, à s'amuser à faire des concussions, la gabegie, et on en est là où on est aujourd'hui. Il est trop tard. L'opération Épervier ne peut pas colmater toutes les brèches. Toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui par le chef de l'État pour lutter contre la corruption sont plus des mesures, ce sont plus des déclarations d'intention parce que les autorités amenées, les commissions qui ont été mises sur pied pour faire le travail n'ont pas des coups de franche, n'ont pas la marge de manœuvre pour aller jusqu'au bout, pour que le judiciaire fasse son travail. La preuve, c'est qu'on a ce qu'on a appelé le Covid Gate, où la Chambre de compte a fait tout un rapport et où aujourd'hui la machine est totalement bloquée alors que le document indique clairement qu'il y a une douzaine de dossiers susceptibles de revêtir des conséquences pénales, des malversations financières, et parmi lesquels des institutions de l'État, des ministères, des départements ministériels, parmi lesquels vous avez cité, en dehors, vous parliez tout à l'heure du rapport de la CONAC, vous parliez aussi et surtout du MINAT. Le MINAT est impliqué dans le Covid-Gate. Le MINAT est impliqué dans des questions de corruption. Quand une institution comme celle-là se retrouve dans différents rapports, c'est-à-dire qu'il y a la CONAC, l'index, la Chambre de compte, l'index, vous voyez, cela signifie au moins une chose. Il y a matière à agir par le président de la République, par les institutions habilitées à le faire pour qu'on ait le sentiment, je dis bien le sentiment, que l'on lutte véritablement contre la corruption dans ce pays. Si ce n'est pas fait, cela signifie qu'il n'y a pas de volonté de parvenir à une société moins corrompue. Cela signifie qu'il n'y a pas une volonté réelle de traduire en justice. Comment est-ce que je pourrais appeler? On dit, c'est vrai, on dit que on est toujours présumé innocent jusqu'à ce qu'il y ait la preuve, n'est-ce pas, de ce qu'on a agi. Mais je peux vous dire également qu'il y a un gros travail qui a été fait au niveau de la Cour suprême pour montrer combien l'État, des milliards, des centaines de milliards ont été perdus du fait des détournements de fonds publics. Il y a tout un rapport qui a été fait dans ce sens, mais visiblement, ça n'interpelle personne. Alors Yves Abama, vous en tant que militant du RDPC, lorsque vous entendez rappeler que le chef de l'État au début de son magistère avait placé son mandat sous le signe de la rigueur et de la moralisation, lorsqu'aujourd'hui, 40 ans après, on fait le bilan de la gouvernance, de la lutte contre la corruption de façon précise, est-ce qu'on peut s'en féliciter? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais déjà dire qu'en réalité, le bilan du RDPC fait par nos adversaires politiques aurait surpris s'il avait une autre coloration. Donc tout ce que j'ai entendu là est normal, c'est du déjà entendu. Bon, je voudrais quand même faire remarquer qu'en réalité, les entreprises dont Pierre-Emmanuel a parlé tout à l'heure, qui étaient une espèce de fierté nationale et qui ont dû fermer pour des raisons que tout le monde connaît mais qu'on ne peut pas dire ici, parce que je leur rappelle, le FMI en avait après nous par rapport à ce genre d'entreprise, nos partenaires internationaux, et le problème c'était quoi? Apparemment l'État y met beaucoup d'argent. Je rappelle que le président de la République, laissez-moi gâter, vous allez arranger, je rappelle que le président de la République a essayé de faire une certaine résistance pour maintenir ces entreprises en vie. Je rappelle qu'une entreprise comme le Fonader est morte parce que des gens, des Camerounais dans certains coins de ce pays sont allés chercher de l'argent et ont pris la poudre d'escampette. À un moment donné, il faudra qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise un certain nombre de vérités. Le Cameroun est l'un des rares pays francophones à être peut-être l'un des derniers pays francophones à avoir accepté d'aller au FMI. Tous les autres étaient déjà passés. Quand vous essayez de voir dans les pays des mêmes niveaux de développement que les uns les autres citent ici, vous allez vous rendre compte que les mêmes entreprises, dans le même contexte, ont toutes fermé. Vous voyez, la maladie était d'où? Est-ce qu'elle était interne? Est-ce qu'elle était externe? Est-ce que ces entreprises étaient vraiment économiquement viables? Il y a un certain nombre de discours qu'on a entendus venant de la part d'un certain nombre d'économistes et qui montrent que ces entreprises étaient destinées à fermer. Maintenant, qu'on nous fasse, que nos adversaires politiques nous fassent porter ce chapeau, on le prend, mais tout le monde connaît la vérité. Notre bilan économique est celui que la conjoncture internationale a permis que nous ayons. Mais la question aussi qu'on se pose, c'est... Oui. La question qu'on se pose, c'est... OK, il y a eu la conjoncture, oui, il y a eu ces difficultés, oui, tout le monde est tombé. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde le niveau de développement du Cameroun comparé à d'autres pays qu'ils ont évoqués, pourquoi est-ce que le Cameroun n'arrive pas à se relever?
Non, Ils ont fait des comparaisons avec d'autres pays. vous savez, déjà pour que ces comparaisons tiennent, il faut qu'elles soient objectives. Il ne suffit pas de venir à la télévision faire une déclaration pour qu'elle soit vraie. Donc il faut prendre un certain nombre de paramètres. Prenez, ils n'aiment pas les chiffres de la Banque mondiale et du FMI quand ils nous sont favorables. Prenez ces chiffres, prenez les classements, essayez de les regarder. À partir de là, dites-nous, le Cameroun est parti d'ici, il était à ce niveau. Vous venez sur un plateau me dire, on a donné ceci à tel. Aujourd'hui, on ne peut plus. On n'a aucun élément de preuve par rapport à toutes ces affirmations. Ce que nous savons, c'est que nous avons des crises qui ont permis, qui nous ont retardé. Nous avons des crises qui ont fait que un certain nombre d'objectifs fixés ne soient pas atteints. On ne peut pas le nier. Mais maintenant, quand on essaie de voir sur l'existence de notre pays à l'aune de l'échiquier international, on ne peut pas dire que nous sommes les derniers. On ne peut pas le dire. D'accord? On ne peut pas dire que les gens essaient de nous dire que le Cameroun où nous vivons et où nous avons un certain nombre d'éléments, ce n'est pas le paradis. Qu'on essaie de nous dire que c'est l'enfer, franchement, c'est un peu gros. Alors maintenant, sur la question de la gouvernance, Mais est-ce que vous avez le sentiment que ça, sous le magistère du président Biya, durant ces 4 décennies, vous avez senti effectivement que la rigueur et la moralisation qu'il a évoquée au début de son mandat lui tenaient vraiment à cœur et que tout a été mis en œuvre pour que la bonne gouvernance soit promue dans le pays? Oui, la rigueur et la moralisation tenaient à cœur au président Biya. Et je vais dire pourquoi. Voilà un monsieur qui arrive au pouvoir en 1982. Et la même année, il prononce ces mots. Il dit rigueur, il dit moralisation. C'est vrai. Quelqu'un nous avait fait savoir que son prédécesseur les avait déjà prononcés. Absolument. Et c'est normal. Ça montre déjà qu'il y avait un Lui, il avait dit qu'il était dans la continuité. Voilà, ça montre qu'il y avait déjà un problème. C'est-à-dire que le président bien arrive au pouvoir, il trouve un certain nombre de prédispositions, un certain nombre d'habitudes qui ne sont pas bonnes. Et c'est par rapport à ces habitudes qu'il reprend le discours de son prédécesseur, comme pour dire aux uns et aux autres, je suis arrivé... Vous croyez qu'il a réussi à les combattre? Bon, maintenant, réussir à les combattre dans un environnement où on parle de droit, dans un environnement où on parle de liberté et il faut respecter un certain nombre de procédures, ma réponse est oui. Il a essayé de contenir le phénomène. Comment? Regardez les structures qui ont été créées parlant de la corruption au Cameroun. Et tout à l'heure, le grand frère Edmond Kanga a fait une affirmation, j'ai failli sursauter ma chaise. Mais quand vous faites le bilan, Oui. vous regardez les résultats ou vous regardez les moyens? J'en viens. Je vais regarder les deux, les résultats et les moyens. Je viens d'abord sur la CONAC, dont le grand frère Edmond Kanga a parlé tout à l'heure. Il dit que la CONAC n'a pas de moyens au-delà des simples constats qu'on fait sur les situations de détournement. J'ai envie de lui dire que c'est faux. J'ai envie de le renvoyer au rapport de la CONAC de 2021. Je le renvoie exactement à la page 60, où la CONAC vous dit, sur la base d'un certain nombre d'éléments, c'est un tableau, hein, je ne suis pas en train d'inventer, les gens pour nous suivre. La CONAC présente un tableau où on vous dit, voici des personnalités qui ont été impliquées dans un certain nombre de faits de corruption. Voici les démarches que nous avons engagées auprès des juridictions. Et voilà les décisions. Il y a des condamnations. Et quand je dis juridiction, c'est y compris auprès des administrations. Hein. Il y a des peines privatives de liberté. Il y a des suspensions de salaire. Il y a un certain nombre de sanctions qui font que on ne peut pas dire que la CONAC n'est pas en mesure de faire quelque chose. Mais il le dit sur la base des textes qui créent je sais. et qui organisent le fonctionnement de la CONAC. Je l'attaque sur la base du rapport de la CONAC. Je ne l'attaque pas sur les textes. C'est-à-dire que sur le travail opérationnel de la CONAC, on se rend compte qu'ils réussissent à attirer les Camerounais devant la justice. Là, il parle 60. N'importe qui peut regarder à la maison. Le tableau est là. C'est-à-dire que le tableau est intitulé résultat des actions entreprises par la CONAC contre un certain nombre de personnalités devant les juridictions. D'accord? Le rapport 2022, il y a un certain nombre de décisions qui tombent parce que la CONAC a fait pression au niveau de certaines administrations et certains personnels sont suspendus pour des faits de corruption qu'ils posent au quotidien. Donc c'est déjà quelque chose. Peut-être on aurait aimé que... Attends, je comprends. Oui, oui. La CONAC a fait pression au niveau des administrations ou bien la CONAC a attrait ces personnes en justice? Non, dans le rapport 2021, la CONAC a attrait des personnes en justice. Okay. Et vous parliez tout à l'heure du ministère des Domaines et des Affaires foncières. Je vous assure que reprenez le rapport 2021. Il y a tout un dossier. Je peux comprendre pourquoi de ce côté-là, on a peut-être boudé, on n'a pas voulu envoyer un certain nombre d'éléments. Il y a tout un dossier sur la corruption au ministère des Domaines et des Affaires foncières. On suspend les responsables du nord au sud, de l'est à l'ouest et on vous lit. Tout est écrit là. Vous voyez? Donc on ne peut pas dire que la CONAC n'a pas un certain nombre de pouvoirs. Duval, si vous êtes en position de gestion et que vous savez qu'il est possible qu'à la fin de l'année, votre nom apparaisse sur un document comme auteur d'actes de corruption, je vous assure, vous allez vous mesurer, vous serez modéré. Vous allez prendre un certain nombre de précautions, vous n'allez pas faire un certain nombre de choses. C'est beaucoup. On aurait aimé que la CONAC ait, parce que ce reproche-là revient, quel est le pouvoir d'attaquer ce qu'on peut appeler les baleines?
quel est le pouvoir peut-être de poser un certain nombre d'actes sans référer soit à l'exécutif ou à je ne sais trop quel autre pouvoir. Mais pourquoi Yves, pourquoi cet exécutif, justement, qui a l'opportunité de poursuite, et qui est dirigé par le président de la République, et qui lui-même a annoncé que la rigueur et la moralisation vont être ses maîtres mots au cou. Pourquoi est-ce qu'à ce niveau, justement, on a le sentiment que c'est le cimetière de tous les dossiers de corruption? Non, on n'a pas le sentiment. Ce n'est pas le cimetière de tous les dossiers de corruption. Sinon, on n'aurait pas un certain nombre de décisions contenues déjà dans le rapport 2022 et même dans le rapport 2021. Il se trouve simplement qu'il y a des procédures à suivre. Et vous avez dit l'opportunité des poursuites. À un moment donné, quand vous soumettez un rapport, vous l'examinez par rapport à ce qui est dit. Et n'oubliez jamais, il y a le rapport de la CONAP. Elle n'est pas seule à faire un travail sur la corruption. Il y a qu'on appelle ça la NIF? Non, pas la NIF, il y a la Chambre des comptes, d'accord? Il y a un certain nombre de structures, le contrôle supérieur de l'État même, qui font des rapports et qui envoient. Le décideur peut s'asseoir à un moment donné, faire une comparaison, une analyse des rapports, il se dit, ok, par rapport à telle situation, on attend, par rapport à telle situation, on y va. Donc c'est une question de vraiment opportunité des poursuites judiciaires, comme vous avez dit. Jean-Robert Wafo, bilan de la bonne gouvernance sur le régime, sur l'ère Biya. Et s'il te plaît, j'ai voulu oublier un élément, s'il te plaît. Il va me pardonner. Généralement, quand eux, de l'opposition, ils veulent nous chahuter, vous savez ce qu'ils nous disent en matière de corruption, non? Ils nous disent qu'il y a tout un gouvernement en prison. S'il y a tout un gouvernement en prison, ça veut dire que quelqu'un a eu la volonté de les y conduire. Et je rappelle, je fais une analogie avec le Parti communiste chinois. Entre 2010 et 2023, le Parti communiste chinois a vu près de 2 millions de ses membres être emprisonnés pour des faits de corruption. Le Cameroun, on a fait ça ici. Donc, ça veut dire que... 2 millions? Non, pas 2 millions quand même. Quand je dis le chiffre, c'est eux qui disent un gouvernement, ils peuvent vous donner le chiffre. Donc, si on le fait également dans ce pays, ça veut dire qu'il y a quand même, au-delà de tout, une volonté de taper du poing sur la table pour que des malversations et la corruption s'arrêtent. Donc, le gouvernement en prison, c'est la manifestation la plus patente, l'illustration la plus parfaite, Jean-Robert Wafo, du président de la lutte contre la corruption menée par le président de la République. Non. Non. Ceux qui sont en prison là aujourd'hui, il n'est de secret pour personne que pour la plupart, c'est des règlements de compte politiques. Ça, il faut dire. Mais écoutez, je vais prendre un exemple simple. Monsieur Binyam disait tout à l'heure qu'il citait un certain nombre d'entreprises parapubliques qui sont tombées en faillite. Je prends le cas du chantier naval et industriel du Cameroun. Avec son directeur général, Zacharias Fondjidam. Il a abattu un travail remarquable. Le chantier naval, dans ce domaine, c'est-à-dire que du Cameroun était la référence, était la vitrine en Afrique. Mais on l'a mis en prison. Et depuis qu'on l'a mis en prison, le chantier naval a coulé. Pour rien, apparemment. Alors, mais écoutez, quand il était là-bas, le chantier naval était performant. Je rappelle que c'est parti d'une direction, n'est-ce pas, ici, au port autonome. Et on a quoi à lui reprocher jusqu'aujourd'hui? Vous l'avez fait partie, il avait mis le chantier naval à un niveau appréciable. Le chantier naval était rayonnant. Vous l'avez fait partie, vous l'avez mis en prison. Et aujourd'hui, on ne parle même plus du chantier naval. Bon, soit il travaillait mal et le chantier naval rayonnait, soit ceux qui sont là aujourd'hui et qu'on a jamais mis en prison travaillent bien et le chantier naval coule. C'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et moi, je vais dire une chose. Hein. Il faut qu'on apprenne à être un peu sérieux. Quand on parle de la CONA, oui, il faut un travail. Mais ils ne peuvent que se limiter au cas de dénonciation, suivi de rapport. C'est tout. Je vais vous rappeler une chose. Quand il y a eu la pandémie du Covid au Ghana, l'institution en charge de la lutte contre la corruption a envoyé des gens en prison. Il y a un ministre qui a démissionné, on a exigé. Donc l'institution en charge de la corruption là-bas a dénoncé un ministre et l'a envoyé en prison parce que l'institution là-bas a des moyens de coercition. Mais ici, on a donné la chèvre, mais on a retenu la corde. Donc, la CONAC, quel que soit ce qu'ils vont faire, il faut y aller. Et prenons même les chiffres de la CONAC. La CONAC fait comprendre que depuis sa création,
6 000 milliards de francs CFA ont été détournés. Plus de 6 milliards de francs CFA ont été détournés des caisses de l'État par le biais de la corruption. C'est la CONAC. 6 000 milliards de francs CFA. Et je vais même plus loin. C'est-à-dire, depuis, on n'a rien fait à ce genre-là. Je vais plus loin. Je prends le cas des salaires fictifs. Puisque vous avez parlé de l'initiative PPTE, au point de dire, bon, je crois que vous étiez en train de faire dans l'ironie et que vous n'étiez pas sérieux. Au point de dire que le Cameroun n'a jamais été un pays. Non, je n'avais pas dit. C'était un passage. Vous avez parlé, je n'ai rien dit, monsieur. Non, vous voulez me faire dire ce que j'ai pas dit. Écoutez, vous avez dit le Cameroun. Passage. Duval Fangoua, vous avez repris à 2 reprises. Non, c'est un passage. Je vais donc vous dire une chose. C'est un passage. Par rapport à l'initiative PPTE, comment le Cameroun a atteint le point d'initiative PPTE? En faisant des réformes. Non, il y a une réforme principale. L'assainissement du fichier solde de l'État. C'était ça, sous Ababa. Parce que les députés du SDF avaient rencontré une mission du FMI qui était arrivée ici. Parce que quand le FMI arrivait, on présentait donc des réformes. Ils disaient, ok, voilà telle réforme à faire. Ils partent, ils reviennent après 6 mois. Rien n'a changé. Les députés du SDF, à l'époque, le président du groupe parlementaire, Joseph Badam, c'est lui qui est monté, il les a rencontrés pour leur faire comprendre que, mais écoutez, tout ce que vous tournez là, ça n'aboutira à rien tant que vous ne percez pas l'abcès des salaires fictifs. Résultat de course, alors qu'on était à mi-parcours, on n'avait pas encore atteint la fin de l'assainissement du fichier solde. Le ministre Abba a dit, au cours d'une conférence de presse, qu'effectivement on était à mi-parcours et que la masse était passée de 38, donc de 36 milliards par mois à 28 milliards, soit une économie de 8 milliards par mois. 8 milliards. En un an, ça fait combien? Ça fait 96 milliards. En 20 ans, où le Cameroun décide, donc tombe en crise jusqu'en 2006, 20 ans, ça fait 1920 milliards de francs CFA que les gens ont siphonné des caisses de l'État et la saignée continue. Je vais dire une chose. Terminé, parce qu'il faut qu'on avance sur le sujet. La corruption, il y a un arsenal qui se trouve dans la Constitution, l'article 66, sur la déclaration des biens. Ça, tant que le président de la République ne va pas mettre sur pied une structure, n'est-ce pas, qui aura en charge, entre autres, recevoir la déclaration des biens pour quelqu'un qui prend fonction et qui, à la fin de ses fonctions, d'évaluer des biens. Oui, il le faut. Il le faut. Et je ne vais pas finir. Je n'ai pas fini. Prenons la dette du Cameroun. Non, on va revenir sur la dette une autre fois. Non, je suis en 30 secondes. Non, je suis en 30 secondes. Oui. La dette du Cameroun, c'est de 12 000, donc de près de 12 500 milliards, 600 milliards. Montrez-moi un projet qui a été financé grâce au financement extérieur, FINEX comme on appelle, qu'on a débuté, qui s'est achevé et dont la plus-value a permis de financer d'autres projets. Ça nous montre-moi un seul. Voilà la sonnelle qui est là. Ah, donc Eneo, qui nous fait comprendre qu'on l'a informé. On informe Eneo de la mise en arrêt des centrales, donc de la centrale de Fuel de la Dibaba, et de la centrale à gaz de Kribi. On informe. Alors qu'on a mis des milliers de milliards de francs CFA pour, n'est-ce pas, satisfaire les besoins du Cameroun en énergie. Jean-Robert Wafo, vous avez épuisé votre temps. Vous n'aurez pas de parole sur le dernier sujet. Alors Pierre-Emmanuel Bignam, sur la question de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, sur 4 décennies, taux de satisfaction. Le taux. La première, ce que je vais dire, ce que je vais dire depuis ma bord, c'est en réponse à une question que M. Abama a posée sur ce plateau. C'est vrai que ce n'est pas lui qui pose la question. Qu'est-ce qu'on pense que le Cameroun est un enfer? Non, le Cameroun n'est pas un enfer. Le Cameroun n'est pas un enfer, effectivement. Le président Paul Biya et ses différents gouvernements se sont battus à faire ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils ont entrepris faire.
Mais il se pourrait que, la première chose qu'il faut relever, c'est que le pouvoir, quand il devient long, il rend fou, il use. Il a parlé de, tout à l'heure, M. Abama a parlé du Parti communiste chinois. Ce qu'il a oublié de mentionner, c'est que le Parti communiste chinois, quoiqu'étant communiste, n'est pas démocratique, a eu plusieurs présidents. Donc depuis que Paul Biya est au pouvoir, depuis 41 ans, le Parti communiste chinois a déjà eu au moins 4 ou 5 chefs d'État. 5 chefs, C'est notre choix. Ok. Et ce jeu de l'alternance est un facteur de développement économique aussi. Parce qu'il crée en lui-même la compétition. et de nouvelles énergies. La compétition d'un gouvernement sortant pour un gouvernement entrant. C'est pour ça qu'à un moment donné, je dis il y a un problème de manque de volonté politique. Il y a un problème de mauvais choix et modèle économique aussi qui se pose. Et quand on regarde par exemple un gouvernement entier qui est en prison, effectivement c'est une preuve de la volonté du président Paul Biya d'éradiquer la corruption. Mais est-ce que les résultats suivent? Non. À partir du moment où les résultats ne suivent pas, on a un droit de dire que c'est un échec. Est-ce qu'on peut même C'est un échec parce que en même temps, il y a contradiction. Le chef de l'État, c'est lui qui fait voter pour promulguer l'article 66 et qui n'arrive pas à signer le décret d'application de cet article-là. Donc vous voyez que, dans un premier temps, il montre un visage au Camerounais de quelqu'un qui veut lutter contre la corruption. Mais il tient un bazooka en main, ou bien un missile. Un missile, donc une seule frappe peut faire arrêter toute la corruption. Il n'appuie pas sur ce missile et il passe le temps à utiliser les pistolets pour tirer sur un corrupteur. Chaque corrupteur qu'on attrape, il tire sur lui avec un pistolet qui a 26 balles de recharge. Alors qu'il a, la possibilité d'appuyer sur le missile et de balancer, arrêter toute la corruption avec l'article 68, dont il faut seulement qu'il fasse signer le décret d'application. Donc, je dis, il y a une amalgame de manque de volonté, de manipulation de la masse pour se maintenir longtemps au pouvoir. Est-ce que véritablement, il a pour objectif de développer le Cameroun? On a le droit de se poser ce type de questions. Donc, on estime qu'aujourd'hui, il nous faut un management très fort, un leadership très fort pour le prochain président de la République du Cameroun, qu'il soit Maurice Kamto ou n'importe qui, nous n'allons pas lui faire le cadeau. Commençons par moi-même. Je suis en train de parler, mon président me suit. Même si demain, il arrive que mon président Maurice Kamto soit élu pour présider à la destinée du Cameroun, je suis le premier qui va être très dur avec lui. Parce que il sera inadmissible que nous sortions d'un système de médiocrité pour nous plonger dans un autre système de médiocrité. Ce président-là va prendre beaucoup de coups. Il devra être très dur avec l'administration publique. Parce que le train de vie de l'État est l'une des choses qui ont plongé le Cameroun dans le chaos dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui et qui a fait gangréner la corruption. Donc, et à l'exemple du président Talon, par exemple, je vais vous dire, le président Talon, c'est quelqu'un qui n'est pas... Quand il était élu à son premier mandat, il était très aimé par les Béninois. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, il est l'homme en bas. Parce que quand le nouveau président sera élu et qu'il engage les grandes réformes, des réformes qui vont lui permettre de créer une rupture avec l'ancien système, il va se faire beaucoup d'ennemis, même au sein de son parti politique. Très bien. Mais il faudra qu'il soit fort. Je pose une question, vous répondez vraiment de façon concise. Pierre-Emmanuel Bignam, il faut une rupture, vous l'avez dit, et il faut un président qui soit en mesure d'apporter des réformes pour lutter contre la corruption, pour voir la bonne gouvernance. Question simple, vous répondez en une seconde. Est-ce que ce président peut être Joshua aussi? Vous savez qu'il vient d'être élu comme nouveau chairman du Social Democratic Front dans une convention qui vient de s'achever à Yaoundé. Une convention qui a réuni 1565 délégués. Il a eu plus de 900 voix. Certains estiment que c'est une élection contestée, mais lui, de son point de vue, pense qu'il a été très bien élu et il pense remettre le SDF sur les rails. Est-ce qu'on peut dire qu'avec Joshua aussi, le SDF va rebondir ou bien pour vous, c'est la fin d'un mythe?
Je tiens d'abord à féliciter le président Joshua aussi, qui a été élu à la tête de ce grand parti. Parce que le SDF, il faut le rappeler, c'est un parti qui a porté le changement dans notre pays. C'est-à-dire que le SDF a contribué à un très grand pourcentage comment on appelle ça, à l'avènement, même pas de la démocratie, on ne peut pas dire ça, du multipartisme au Cameroun, à travers ces activités qu'il a menées en 1990 à 92. Ce parti est-il toujours aussi fort? C'est un parti que je respecte. Je félicite l'élection de M. Joshua aussi. Mais c'est un parti qui traverse des moments très difficiles. Je ne vais pas entrer dans le fond pour parler de ce parti. Je vais juste dire, parce que nous, au MRC, nous voulons développer, parce que c'est une question de volonté encore, nous voulons développer une plateforme de solidarité des partis d'opposition. C'est pour cela que nous manifestons notre solidarité au SDF pour les moments difficiles qu'il traverse. D'accord. Et nous espérons que le SDF va se relever pour se rallier au MRC, au PCRN, à tous les autres partis de l'opposition et à la société civile, afin que nous soyons très forts pour donner un coup fatal au régime RDPC en 2025. Alors, Edmond Kangia, vraiment très rapidement, en une minute, le SDF, toujours vivant, toujours debout, ou une carcasse? Pour moi, le SDF aujourd'hui n'est plus ce qu'il était. Ce n'est plus le SDF qui nous a conduit à des avancées sur le plan démocratique au Cameroun. Le SDF qui reste aujourd'hui, le petit reste, je l'appelle le petit reste, c'est un SDF en perte de vitesse. C'est un SDF qui n'est plus combattant. Vous avez vu le congrès qui vient de se tenir là? Je l'ai vu, je l'ai vu. Il y a une forte mobilisation. On n'a pas vu pareille mobilisation pendant les congrès précédents. Il y a beaucoup de monde quand même. Comment ça? C'était un congrès très attendu, mais malheureusement, le congrès aurait été plus intéressant si le groupe de membres qui ont été exclus du parti avait été réintégré dans le cadre d'un processus de réconciliation. Ce congrès aurait eu un sens. Malheureusement, il n'y a pas eu cette réconciliation avec ce groupe d'une trentaine d'individus, de personnalités qui ont lutté et qui ont des états de service bien connus dans la République, bien connus dans l'opposition, mais qui n'ont pas, à la fin, pu rejoindre le SDF que dirige aujourd'hui le chairman Joshua aussi. Je pense qu'aujourd'hui, le SDF s'achemine lentement mais sûrement vers une plateforme gouvernementale. Nous ne serons pas surpris d'apprendre demain s'il y a un remaniement ministériel ou un réaménagement gouvernemental, que le SDF actuel, dans sa composition actuelle, rejoigne l'équipe gouvernementale comme l'UNDP, comme le FSNC, comme l'UPC version Kodok. Alors, Isarma, cette grande une des mutations, Joshua aussi indique que la réconciliation ne le préoccupe pas. Je suppose que vous avez sursauté en disant ça. Bon, non, je n'ai pas du tout sursauté. Les affaires du SDF sont les affaires du SDF. Nous n'avons pas à nous mêler, mais nous voulons dire que, en fait, par respect pour un adversaire politique qui a ses activités, nous le félicitons. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Les militants ont décidé. Une convention avec au premier rang le secrétaire général du comité central. Bien sûr, puisque nous avons été invités, et quand nous faisons nos activités, nous invitons également les partis d'opposition, y compris les plus radicalistes de la scène. Tout le monde est censé venir là, parce que le président Biya a voulu qu'on ait une démocratie à peser. On a cette démocratie à peser. Il faut simplement que les acteurs se mettent à travailler dans le respect des normes de la République. Et je voudrais signaler, par l'élément du grand frère Edmond Kangia encore, justement, Joshua aussi au gouvernement, ce serait pas scandaleux, hein, parce qu'il ne sera pas le premier opposant radical du pays à avoir séjourné au gouvernement. Je ne veux pas donner des noms ici. Cet homme fait près de 20 ans de collaboration avec ce gouvernement et puis aujourd'hui se présente comme des grands opposants, ça n'a tué personne. Donc, s'il vient au gouvernement, ce serait même une bonne chose. Alors, Jean-Robert Wafo, en 30 secondes, Joshua aussi, peut-il relancer la machine SDF? Non, ou bien c'est fini? Non, mais j'apprécie vraiment la sincérité de M. Yves Abama, qui a fini en disant qui a terminé dans ses propos. Même vous, le FCC, vous venez au gouvernement, on vous accueille. Même le MSC. Non, je vous vois venir.
Vous avez dit, s'il vient, ce sera une bonne chose. Vous-même, vous êtes attendu là-bas. C'est ça qui termine, non? J'aurais souhaité, c'est-à-dire que c'est la première fois que M. Abama apprécie un parti politique qu'il le dit de l'opposition. Parce que depuis que le MSC a été créé, je n'ai jamais entendu dire autant pour le MSC. Au contraire, ils sont venus sur ce plateau dire un jour, c'était un de ses camarades, que si le MSC prend le pouvoir, ils vont exhorter le peuple camerounais. Mais je pose une question. Attendez-moi dessus. Non, attendez, ils ont dit que si le MSC va sortir l'émission. Je sais très rapidement que si le MSC prend le pouvoir, ils vont demander qu'il y ait un coup d'État. Bon, maintenant, pour revenir donc sur le SDF actuel, dire que son avenir est brumeux, c'est peu dire. Et moi, je veux dire, c'est quoi? C'est que le SDF, en tant que valeur et pensée politique, est désormais un astre mort. Je dis bien un astre mort. Parce que avec l'incohérence, l'imposture et le mensonge compulsif qu'il y a désormais à la tête du SDF, je pense qu'ils ne seront même plus en capacité de participer à une élection quelconque. Et puis, vous avez bien fait, n'est-ce pas, de rappeler que le secrétaire général du LDPC était là-bas. Oui, il y était pour c'est pas la première fois. Monsieur, laissez-moi en 2018, à un congrès. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Le secrétaire général adjoint du comité central, représentait le RDPC je n'ai jamais été à la convention du SDF, à la maison du parti du RDPC. Je n'ai jamais été d'accord avec ça, et même le ministre Grégoire Ona le sait, puisque quand il venait à nos congrès, je lui manifestais, je lui disais clairement que je ne suis pas d'accord, et lui-même, il peut donc témoigner. Très bien. Donc, je dis dans ceci, ça c'est pour chuter, c'est clair que avec l'imposture et le mensonge compulsif qu'il y a désormais, n'est-ce pas, à la tête de ce parti, c'est clair que l'option du collaborationnisme est désormais actée. Très bien. Alors, je rappelle que Joshua aussi a recueilli 62% des voix des délégués. Il y en avait 1565 au Congrès. Il a donc été élu pour les 5 prochaines années. C'était donc au cours de la 10e convention qui vient se tenir à Yaoundé. C'est achevé le dimanche 29 octobre dernier. Il a donc obtenu 985 votes et a largement dominé ses concurrents. Jester